Bonsoir, merci infiniment de nous retrouver en direct pour ce nouveau numéro d'Enquête de santé. Philippe, bonsoir. Bonsoir Marina. Pendant plusieurs semaines, la France a vécu à l'heure du confinement et dans la plupart des foyers, le temps de connexion a considérablement augmenté. Télétravail, école à distance, réseaux sociaux, séries et jeux vidéo, notre exposition aux écrans n'a jamais été aussi forte et nous avons vécu dans une véritable bulle numérique pour le meilleur et pour le pire. Oui, 50 millions de Français possèdent un smartphone et on compte en moyenne près de 6 écrans par foyer. Il n'a donc pas fallu attendre le confinement pour s'inquiéter des effets de cette surexposition sur notre santé. Troubles du sommeil, anxiété, problèmes d'attention et difficultés de mémorisation et d'apprentissage. Chez les plus jeunes, certains spécialistes n'hésitent plus à parler de problèmes de santé publique majeurs. Il faut dire que les géants du numérique ont développé des techniques très efficaces pour capter notre attention et nous rendre toujours plus dépendants des écrans. Alors comment garder le contrôle et quelles règles adopter pour maîtriser notre temps de connexion au travail ou à la maison? L'exposition aux écrans est-elle forcément toxique pour le cerveau? Et les outils numériques peuvent-ils être bénéfiques s'ils sont bien utilisés? C'est ce que nous allons voir ce soir avec, comme d'habitude, un documentaire suivi d'un débat avec nos invités. Une émission réalisée en partenariat avec le magazine Top Santé. Et pour poser vos questions et réagir pendant la soirée, il y a évidemment plusieurs moyens. Emma, bonsoir. Bonsoir Marina, bonsoir Philippe. Oui, en effet, 3 moyens. Vous pouvez nous envoyer des SMS au 41 555 ou des messages via Internet sur notre site allodocteur.fr ou sous le hashtag SantéF5 sur Twitter. On a déjà reçu quelques questions. Je vous cite celle de Didier. Les écrans sont-ils plus dangereux pour le cerveau ou pour l'organisme en général, en référence à l'inactivité physique? Et puis cette autre question, est-ce que les jeux vidéo n'ont pas tendance à rendre les enfants et les adolescents plus violents? Eh bien, on se retrouve après la diffusion de Écran Total, le cerveau hyper connecté, un documentaire signé Yann Dimeglio, Maxime Soulard, Olivier Berry. Nous leur consacrons un tiers de notre temps. Smartphones, tablettes, télévision, ordinateurs, les écrans ont envahi nos vies. On est tout le temps fourré sur son téléphone. Moi, j'arrive pas à tenir une journée. Dans mon lit, devant la télé, aux toilettes. Chaque jour, nous sommes bombardés par des dizaines de notifications, d'infos et de vidéos qui ciblent parfaitement nos goûts et nos envies. C'est un peu le mythe ambiant, c'est que si je regarde ma série Netflix, c'est parce que je l'ai décidé. C'est plus complexe que ça. Il y a des possibilités de manipulation de l'attention qui sont très bien établies, très bien connues, et il faut que tout le monde soit au courant. Derrière les écrans, des algorithmes ont pris le contrôle de nos cerveaux. Ces supercalculateurs ont été créés pour capter notre attention et nous maintenir toujours connectés. Notre attention, elle est recherchée en permanence par ces grandes plateformes, juste pour une seule chose, c'est augmenter leur chiffre d'affaires. Tu peux jouer à ton téléphone? Non. Bah pour la peine, moi je vais regarder la télé. On a du temps volé à plein d'activités, les interactions intrafamiliales, des activités ludiques, le sommeil, et puis on a ce bombardement sensoriel constant. C'est vraiment des sons, des images qui viennent vraiment taper le cerveau. Cette drogue numérique agit directement sur le cerveau, en particulier des enfants, et peut entraîner des troubles de l'attention, du langage, des problèmes d'agressivité, de sommeil. Est-ce que tu trouves que c'est mieux que de regarder qu'un petit peu ou t'es fâché après moi parce que j'ai dit que tu regardais trop? On se retrouve avec des enfants qui n'ont pas de langage mais qui vont répéter ce qu'ils ont entendu à longueur de temps sur l'écran. Et ça, c'est un diagnostic simple pour nos médecins. Alors que nous étions déjà au bord de l'overdose, un événement inédit a brutalement changé la donne, nous précipitant encore plus loin dans cette dépendance numérique. Comment évolue le virus à travers le monde? L'OMS porte la menace à un niveau très élevé. Les règles de confinement sont durcies et les contrôles renforcés. L'heure du confinement va durer, prévient le Premier ministre. Connecter pour travailler, rester en contact avec la famille, prendre des nouvelles des amis, se divertir. Avec le confinement, notre exposition aux écrans n'a jamais été aussi forte. Vous savez, c'est comme dans ces épisodes de Star Wars où on passe en hyper vitesse et tout d'un coup tout s'accélère. Notre rapport aux écrans et à l'économie de l'attention, il est passé dans cette vitesse-là. Et le problème, ça va être le retour à la normale. Sommes-nous condamnés à vivre toujours plus connectés? La surexposition aux écrans est-elle nocive pour le cerveau? Comment se libérer de cette emprise numérique qui a colonisé nos vies?
Une fin d'après-midi dans la région lyonnaise. Quelques jours avant l'épidémie de coronavirus. Certains soirs après l'école, Apolline et Louis rentrent à la maison juste avant leurs parents. Ils ont du temps pour eux, un espace de liberté dont ils savent exactement quoi faire. Tu peux jouer à ton téléphone? Non. Pourquoi? Ça tue les neurones. Ah, très drôle. C'est vrai? Bah... Pour moi, ça tue pas les neurones. Ah, pourquoi? T'es un magicien? Non, c'est parce que je suis habituée. Bah pour la peine, moi je vais regarder la télé. Et toi, t'as pas le droit de regarder la télé puisque t'es sur ton téléphone. Je t'ai dit de pas regarder la télé. Louis n'a pas accès à Internet. Alors, quand ses parents rentrent du travail, une négociation s'engage. Coucou. Ça va? Maman? Oui. On va voir la connexion. Tu peux attendre un petit peu, s'il te plaît? Oui, s'il te plaît, maman. On regarde les notes? Bah vas-y. Pour les parents d'Apolline et Louis, la règle est claire. La connexion, c'est seulement si les résultats scolaires sont bons. Il a bien compris très rapidement le système de partage de connexion. Et c'est la première chose qu'il demande quand on arrive. Donc la première chose qu'on fait, comme il nous demande le partage, nous on regarde les notes. Et là, en l'occurrence, on voit si effectivement on peut lui laisser un petit peu de souplesse pour le week-end. J'ai eu 12,5, un 20. T'as eu ton résultat de maths? Oui. Tu le sais que t'as eu 9? Oui. T'as vu les erreurs ou pas? Oui. C'est que t'avais pas appris. Donc là, pour le moment, on va peut-être un peu calmer le Wi-Fi. Donc je vais pas te mettre de partage. Tu vas attendre un peu et on verra plus tard. Ok? Se lave les mains et à table? Pas de tablette non plus pendant les repas. Dans cette famille, on limite l'exposition aux écrans. Apolline, elle a énormément de mal de se détacher de la télé. Il faut vraiment qu'on répète à plusieurs reprises, qu'on l'appelle à plusieurs reprises pour qu'elle se détache. C'est pour ça qu'on a mis des règles en place, pour qu'il garde un contact, un moyen de communication avec les autres, qu'on puisse, comme là ce qu'on est en train de faire à table, communiquer entre nous, avoir toujours un échange physique. C'est très important de garder cet esprit-là. Mais en cette veille de vacances, les parents d'Apolline et Louis ne savent pas encore qu'un événement va balayer tous leurs principes. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Allô? Je vous entends plus là, on vous entend plus. Là, vous nous entendez? On n'entend pas. Allô? Hey! Coucou? Ça va? Pendant 2 mois de confinement, à cause de l'épidémie de coronavirus, les écrans ont permis de rester en contact avec la famille et les amis et de travailler à distance. T'as lu que la page 51? Oui. C'est une blague? Non. Grâce à la connexion illimitée, Apolline et Louis ont poursuivi leur scolarité. Mais le temps d'écran quotidien est monté jusqu'à 7 heures. Et ce n'est pas vraiment ce qui était prévu. La phrase se termine. C'est une période pendant laquelle tous les principes ont volé en éclats. Ça a fait l'effet d'une bombe. Et on était la veille à une connexion à des plages horaires bien spécifiques. Et du jour au lendemain, on est passé à du libre service. Pour Apolline, prends mon téléphone, va avec ta copine ou bien fais ton jeu. Et puis Louis, je te mets du partage et puis tu joues avec ton cousin, quoi. Comme dans la plupart des familles françaises, confinement a rimé avec relâchement. On squatte le hangar et puis après c'est bon. Ce qui n'a pas déplu à tout le monde. Pour moi, le confinement, c'est beaucoup plus de partage, de connexion, beaucoup plus de temps libre aussi et beaucoup plus de plaisir. Parce qu'on est plus renfermé. Du coup, on a l'occasion de jouer beaucoup. Et ça, j'aime bien. Pendant le confinement, l'industrie du jeu vidéo et les réseaux sociaux ont battu tous les records de connexion. 40% de temps supplémentaire en moyenne pour les Français. Bien loin devant le télétravail et les cours à distance. C'est très facile d'augmenter la consommation d'écran récréatif. C'est très difficile de la diminuer. Et ces écrans-là, ils sont très addictifs. Il y a vraiment une accoutumance. C'est-à-dire que, notamment chez l'enfant, quand il a mis le doigt dedans, il se fait rapidement manger le coude, l'épaule et le bras.
Nous sommes, plus que jamais, sous l'emprise des écrans. Réseaux sociaux, sites marchands et industrie du jeu se disputent tous notre attention. Le temps passé devant les écrans est devenu le moteur d'une nouvelle économie. Ces plateformes utilisent des outils numériques très intrusifs pour capter notre temps de cerveau disponible et nous sommes tous concernés, même les générations qui ont grandi sans Internet. En France, 70% des seniors possèdent un compte sur un réseau social. Avec la combi, ce qui peut être bien, c'est les baskets. Sylvie, grand-mère blogueuse spécialisée dans la mode, a ses habitudes dans cette boutique bordelaise. Une fois par semaine, elle organise un essayage pour une séance photo. Moi, ça, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est top. Puis ça change. Ouais. Vous avez vu combien il faut être pour habiller une blogueuse? Ouais. Cool. Allez, galop. Sylvie est une adepte d'un célèbre réseau social de partage de photos et de vidéos. Cette grand-mère ultra connectée peut se targuer d'avoir 15 000 abonnés. C'est hyper joli, ça. Du coup, je t'envoie ça. Je pense que tu les auras d'ici demain ou après-demain. Ça te va? Ok. Cool. Bisous. Alimenter un blog, c'est quasiment un travail à plein temps. Il faut télécharger les photos envoyées par Laure, la photographe, choisir la meilleure et la poster sur le compte. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Donc, je vais partir sur celle-là. Sylvie passe au moins 4 heures chaque jour devant son ordinateur ou sur son téléphone portable. Elle reconnaît une certaine dépendance aux écrans, en particulier aux réseaux sociaux. On peut parler d'une forme de dépendance. Et en fait, cette dépendance, elle vient du fait qu'il y ait des likes et que, donc, en fait, on attend les likes, voilà. J'essaye de tempérer ce besoin parce qu'en fait, on n'a pas de vie. Et on est tout le temps fourré sur son téléphone. Moi, j'arrive pas à tenir une journée. Cette envie irrépressible d'être toujours connecté ne doit rien au hasard. Car pour capter notre attention, les industriels du numérique ont développé des algorithmes qui analysent sans cesse nos comportements pour nous séduire. Mélie Larocque est designer numérique. Elle connaît bien ces techniques de manipulation de notre cerveau. Il lui est arrivé de les appliquer pour certains clients. La clé, pour prendre le contrôle de notre volonté, c'est la notification. On en reçoit une 50aine par jour. Elles sont souvent associées à une récompense. Les notifications agissent comme une drogue pour le cerveau. Le cerveau humain est très sensible à ça, à la reconnaissance. Donc, par exemple, mes amis like ma photo, ça va me donner envie d'en partager plus. Et donc, voilà, je vais continuer à consommer et à passer du temps sur cette plateforme. Chaque fois que nous recevons une notification, notre cerveau libère une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La satisfaction est fugace, mais les neurones en gardent le souvenir. Nos écrans sont alors assimilés à ces shoots de petits plaisirs. On a enfoui dans notre cerveau un système qui est là pour déclencher ce qu'on appelle des comportements d'approche vers ce qui est immédiatement gratifiant, stimulant, nouveau, amusant, etc. Et on le voit bien à l'œuvre, je veux dire, on a un petit moment de vide et tout d'un coup, on va aller regarder si on n'a pas un petit like ou un petit truc nouveau, rigolo qui se soit passé dans les nouvelles. C'est cette petite sensation-là qu'on peut tous ressentir, de petite excitation. Ça, c'est l'action du circuit de la récompense. Ces décharges de dopamine rythment notre vie quotidienne. En moyenne, nous déverrouillons notre téléphone 220 fois chaque jour. Nous ressentons même une certaine anxiété quand il reste silencieux. La clé de notre dépendance aux écrans est ancrée au plus profond de notre développement cérébral. Trouver de l'information dans notre environnement, c'était une question de survie. Donc notre cerveau, il a été construit notamment pour trouver de l'information. Et quand on trouve une information, on est content. Donc on a cette stimulation du système de récompense. Et le smartphone et les réseaux sociaux, par exemple, tapent directement là-dessus. C'est ce que les anglo-saxons appellent FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. On voit bien, il suffit de faire l'expérience, essayer de traverser une route en fermant les yeux.
On va pas le faire parce qu'on sent qu'on se prive d'informations qui sont essentielles. Et le fait d'éteindre son téléphone, de ne pas l'avoir à proximité, va finalement créer une impression qui est finalement assez analogue, qui est de se priver d'informations qui sont essentielles. Et donc ça peut créer le même type d'angoisse que celle qu'on peut avoir quand effectivement on est dans une situation où il faut absolument regarder autour de soi, mais on ferme les yeux. L'angoisse de l'écran éteint sert parfaitement les intérêts de l'industrie numérique, car son modèle économique est fondé sur le temps de connexion. Plus nous passons de temps devant nos écrans, plus les plateformes s'enrichissent. C'est vraiment le temps passé qui génère le profit. Et donc on va venir capter en fait de manière outrancière un peu cette attention-là. C'est une part de manipulation parce qu'on vient utiliser les failles un petit peu psychologiques humaines. C'est pas que les gens sont faibles, que les gens sont bêtes, que les gens sont ci ou que les gens sont là. C'est fait, ça a été pensé parce que pour attaquer les failles les plus intimes de notre organisation cérébrale. Cette ressource précieuse qu'est notre temps d'attention est exploitée par tout un pan de l'industrie. Ces activités ont même donné un nom à une nouvelle économie, l'économie de l'attention. Pour Bruno Patino, auteur de nombreux ouvrages sur le numérique, cette économie nous influence. Il ne s'agit pas du tout d'être ici complotiste, mais il s'agit juste de dire ce que d'ailleurs les ingénieurs et autres vous disent sans aucun problème, de dire attention, ce lien de dépendance ou d'absence de liberté totale par rapport à cet outil, eh bien c'est un produit. C'est le produit d'un certain nombre d'interfaces techniques, de mécanismes de mise en avant qui utilisent certaines connaissances très basiques d'ailleurs en neurosciences pour effectivement qu'on ait en permanence envie de répondre aux sollicitations numériques. L'industrie numérique a mis au point des techniques de persuasion très efficaces pour nous faire passer toujours plus de temps devant les écrans. Il faut éviter les temps morts, surtout éviter les temps morts. Un temps mort, c'est un moment où la personne peut réfléchir, prendre du recul et se demander si vraiment elle n'a pas d'autre chose à faire dans sa vie. Dès que la personne a fini son épisode, il faut tout de suite lui proposer le suivant. Immédiatement. C'est une véritable course aux armes de persuasion, une surenchère de moyens pour nous garder sous emprise. Vous lisez un texte et puis ça continue, ça continue, ça continue. Si ça s'arrête à un moment, là, pause, vous pouvez basculer sur autre chose. Non, il faut garder, il faut capter l'attention. C'est pas évident de l'avoir, l'attention, mais une fois que vous l'avez, il faut vraiment la garder. Les techniques de persuasion nous font oublier le temps passé devant les écrans. Ces méthodes sont tellement intrusives qu'elles peuvent favoriser des conduites addictives. Julien est adepte des jeux en ligne. Il fait partie de ces Français qui ont perdu le contrôle du temps passé devant leur écran. Il souhaite conserver l'anonymat car sa famille ignore sa dépendance au smartphone. Chose un peu malsaine avec les téléphones portables, c'est le côté justement mobile. D'avoir quelque chose comme ça, qu'on puisse transporter, qu'on puisse jouer partout, dans les transports en commun, aux toilettes, au travail. Ça fait que ça réduit le temps sans écran quelque part. Des fois, ça peut monter des fois à 10 heures de jeu par jour, facilement. Julien passe la moitié de son temps sur son téléphone. Et il ignore que son comportement est sans cesse analysé par des algorithmes. Des calculateurs invisibles, programmés pour le tenir en haleine et lui faire dépenser de l'argent, même si au départ, le jeu est gratuit. Effectivement, c'est un jeu gratuit, donc qu'on peut télécharger gratuitement. Et derrière, assez vite, on peut nous mener vers le magasin où on peut acheter des packs, qui là sont payants par contre. Au début, donc, je commence le jeu, c'est assez facile, donc je peux monter facilement de niveau en niveau. Et puis arrivé à un certain stade, ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est lié à l'algorithme qui est derrière, qui va finalement, en fonction du temps qu'on a passé et des niveaux qu'on a également débloqués, il va complexifier le jeu. À un moment donné, on va être obligé d'acheter un booster pour débloquer le niveau espéré. Plus d'1 million de Français ne parviendraient pas à contrôler le temps passé devant les jeux vidéo. Et parmi eux, beaucoup rencontrent des problèmes d'argent. Julien ne sait plus trop combien cette dépendance lui a coûté. Je pense que ça doit être au moins 5 000 euros, 5 000 euros, minimum, même plus que ça. J'étais obligé de prendre un crédit même à un moment donné. Mais j'ai pas compté honnêtement combien j'ai dépensé, parce que des fois il vaut mieux pas.
Mais oui, c'est plusieurs milliers d'euros facilement. Ouais. Je sais pas si c'est 10 000, je dirais entre 6 et 10 000 euros peut-être. Julien ne se sent toujours pas libéré de cette dépendance. Bon, je viens. Non. Allez-y. Depuis 1 an, il consulte un psychiatre pour tenter de décrocher de son smartphone. Vous aviez addiction pour votre utilisation de jeu? Au début, ma compagne me l'a très vite dit, que j'étais addict. Moi, je voulais pas me l'avouer au début. Je me considérais comme un passionné. Mais je considérais pas ça comme une addiction, parce que pour moi, l'addiction, c'était plus effectivement les drogues, l'alcool, etc. Donc quelque chose de, comment dire, de plus néfaste pour la santé directement. Directement, oui. Voilà. Le jeu, c'est toujours une activité de plaisir pour les patients qui viennent nous voir, ou même pour tout joueur, bien sûr, à l'extérieur. Certains qui ont perdu cette capacité de se limiter dans le temps de plaisir, parce qu'il y a probablement des dysfonctions neuronales qui vont faire en sorte que le cerveau ne soit plus capable, ou le psychisme de l'individu soit plus capable de réguler ça, on va accumuler les conséquences négatives, parce que on dépense trop alors qu'on aurait pu se limiter, ce qui était le cas de Julien, parce qu'on va passer trop de temps, du coup on a moins de sommeil, parce qu'on va oublier de passer du temps avec sa famille, avec sa compagne, et ça c'est des choses qui sont médiées par le plaisir. Le dérèglement neuronal qui provoque la perte de contrôle a été décrit bien avant les jeux vidéo, Internet et les réseaux sociaux. Grâce à une expérience menée sur des pigeons, le psychologue américain Frederick Skinner découvre en 1954 que l'addiction est due à un dérèglement de la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Dans la première étape de l'expérience, Frederick Skinner conditionne un pigeon à obtenir une graine à chaque fois qu'il picore une pièce métallique. Le pigeon mange quand il a faim. Puis, le chercheur délivre une graine de temps en temps, par intervalles de plus en plus longs. Cette récompense variable déstabilise le cerveau du volatile qui se met à libérer de la dopamine de façon anarchique. Le pigeon picore 3 fois par seconde jusqu'à 16 heures d'affilée. Il adopte un comportement compulsif. C'est ce qui rend les gens dépendants des machines à sous. Et c'est ce mécanisme-là qui structure souvent le design, le dessin, l'architecture d'un très grand nombre de réseaux sociaux. Alors on ne parle pas de récompense en termes d'argent ou autre, on vous parle de récompense en termes de satisfaction ludique, de rire, d'émotion ou autre. Mais cette succession aléatoire entre des choses qui vous correspondent très fortement, des choses qui vous correspondent pas, des choses qui vous émeuvent, des choses qui vous indiffèrent, etc., fait que petit à petit, vous regardez de façon compulsive, moi-même je le fais d'ailleurs, ces réseaux-là, alors même que d'une certaine façon, vous êtes déjà rassasié. Le dérèglement du système de la récompense est un mécanisme de persuasion très subtil. Il peut transformer rapidement une utilisation raisonnée des écrans en une consommation compulsive. Moins le cerveau est mature, plus le risque de dépendance est grand. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment informer les enfants de tout ça. Il ne faut pas qu'ils arrivent là-dedans, dans ce monde économique, dans ce monde d'économie de l'attention, sans avoir aucune information, sans savoir ce que c'est que l'attention. Il faut absolument les informer pour qu'ils aient au moins une prise de recul. Et après tout, ils peuvent aller regarder leur série Netflix, mais au moins qu'ils soient informés par une connaissance de ce que ça leur fait. Cette drogue numérique diffusée par nos écrans peut entraîner de graves problèmes de santé, surtout chez les plus jeunes. Troubles de l'attention, retard du langage, problèmes d'agressivité, manque de sommeil et difficultés d'apprentissage. De nombreux parents se sentent désemparés face à ces symptômes. Et ils ne font pas toujours le lien avec une surexposition aux écrans. Quand il n'est pas à l'école, Adam commence la journée par un petit déjeuner devant les dessins animés. Son père occupe le temps, comme beaucoup de Français à ce moment de la journée, sur son smartphone. Tu veux encore du chocolat à la vache? Physiquement, il est là, mais il met la tête ailleurs. Donc, nous, on parle, on discute, mais lui, il n'est même pas là. Et le soir, il fait des cauchemars, il répète tout ce qu'il a vu pendant la journée. Et à chaque fois que je refuse de mettre les Mickey, il fait une crise. À Bondy, en Seine-Saint-Denis, l'hôpital public a ouvert la première consultation dédiée aux enfants qui souffrent d'une surexposition aux écrans. Alors, c'est Adam? Adam, il est là? Ouais. Adam, il est là. Bonjour Adam. Bonjour monsieur. On y va?
La consultation est assurée par le docteur Ozika, une des premières pédiatres en France à avoir lancé l'alerte. Cela fait 2 ans qu'elle suit Adam. Le petit garçon a présenté des symptômes typiques. Vers 18 mois, 2 ans, c'était un petit garçon qui parlait pas. Il disait 1 ou 2 mots, maman, Mickey, Mickey, maman. Il comprenait pas très bien ce qu'on lui disait, voire très peu. Il regardait pas bien dans les yeux, il était très coléreux, il dormait très mal. Et j'ai très vite sensibilisé les parents en disant attention, il y a un problème à l'évidence, entre autres peut-être avec les écrans. Adam était à la maison, restait beaucoup à la maison, premier enfant. Maman sortait pas beaucoup et du coup, comme il adorait les dessins animés, elle avait beaucoup de mal, ce qu'on peut comprendre. On va pas lui jeter du tout la pierre. À arrêter les écrans, parce qu'à chaque fois qu'on arrêtait, il était très très fâché. À chaque consultation, le docteur Ozika fait le point sur la consommation d'écran à la maison. Si je reprends juste quand il était petit, avant 3 ans, donc c'était au moins 4-5 heures, voire plus, notamment YouTube, la télé. Ouais. Hein, c'est ça, Adam, hein, c'était beaucoup, mais là, t'étais petit, tu t'en souviens peut-être pas beaucoup. Donc avant, tu regardais beaucoup. Là, tu regardes un petit peu moins. Regardez qu'un petit peu. Qu'un petit peu. Il fait ça très bien. Grâce aux efforts accomplis avec ses parents, Adam a fait de nets progrès. La pédiatre lui demande de dessiner une scène de la vie quotidienne. Un moyen de vérifier si l'enfant a comblé une partie des retards d'apprentissage provoqués par la surexposition aux écrans. Il tient très bien son stylo, Adam. Il tient bien la feuille. Ça aussi, si on fait beaucoup de dessins, eh ben, ça aidera pour plus tard pour l'écriture. Je vérifiais qu'à 4 ans, il sait bien tenir son crayon, que ses dessins sont riches. Ça pourrait être un petit peu plus riche, évidemment, mais c'est déjà un bon début. Cette voiture, je suis désolée, moi je trouve qu'elle ressemble bien à une voiture. Elle est chouette. En France, les autorités sanitaires recommandent de ne pas exposer les enfants aux écrans avant l'âge de 3 ans. Pour ce médecin, et pour certains spécialistes, il faut privilégier d'autres activités jusqu'à 6 ans. Quand on passe beaucoup de temps devant les écrans, on se retrouve forcément avec du temps volé au dessin. Si vous ne dessinez pas régulièrement, eh bien vos dessins sont pas très riches parce qu'en fait vous passez tellement de temps à regarder les écrans que c'est ce qu'on appelle du temps volé à d'autres activités. Les écrans vont prendre beaucoup de temps sur des activités qui sont plus nourrissantes. L'activité physique, lire, les interactions intrafamiliales, tout ça, c'est des activités qui sont pour le cerveau, notamment parler avec les gens, parler avec les parents, interagir avec des humains, qui sont des activités qui vont beaucoup plus construire l'enfant et qui vont beaucoup plus permettre son développement. En 6 ans, l'enfant, il apprend à tenir debout, il apprend à tenir en équilibre, il apprend à courir, il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à écouter, il intègre tout un tas de règles sociales. C'est absolument colossal ce que l'enfant va apprendre. Adam fait des efforts, mais les écrans occupent encore une grande place dans sa vie. Une exposition trop importante, qui questionne aussi celle de ses parents. En fait, l'écran est au quotidien dans les familles. Toutes les familles, on est tous nous-mêmes adultes, on a complètement changé de monde. Et nos enfants, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas impactés. Quand papa-maman regarde son écran, eh ben forcément, bébé va être attiré par ce qui attire le regard de papa-maman. Et donc, il va regarder des fois plus l'écran que le regard de son parent. Il s'endort vers quelle heure à peu près, les jours d'école? 21h30 les jours de l'école. Oui. Jusqu'à 7h30. Le week-end, 23h jusqu'à 10h. C'est trop tard, 23h. Là, il n'arrête pas de bâiller parce qu'on est lundi. Il s'est couché trop tard hier soir. Check. C'est-à-dire que tu es d'accord pour tout. Et tu continues à dire à papa et maman, le docteur, il a dit. Avec l'aide de ses parents, Adam sera bientôt sorti d'affaires. Toute la famille a compris que les écrans n'aidaient pas ce petit garçon à grandir. En France, nous avons perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. L'industrie numérique cherche à capter notre attention à tout moment, même sous la couette. Jeux vidéo, réseaux sociaux, plateformes de streaming sont en train d'attaquer le dernier espace à conquérir, notre sommeil. Au moment où j'ai le choix entre me faire un autre épisode de série Netflix et dormir, le circuit de la récompense choisit immédiatement. Ce qui est simple, c'est que dans un cas, c'est très embêtant de dormir, et dans l'autre cas, il y a une stimulation. Donc le choix est vite fait. Normalement, cette action doit être compensée par notamment le cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau, qui est là pour prendre un petit peu de hauteur de vue et voir les conséquences à long terme de ce qu'on fait. Donc c'est là où normalement il y aura un coup de frein à main en disant « non mais demain je vais être crevé ». Donc non. Sauf que en fait, ce cortex préfrontal, ce système-là, est moins efficace lorsqu'on est fatigué.
Donc, en fin de journée, quand on va être fatigué, on n'a plus cette capacité à résister, et donc le circuit de la récompense va lui être tout seul et prendre les commandes du cerveau. L'emprise des écrans a fini par grignoter nos nuits. Et la menace est encore plus forte pour le sommeil des enfants. L'effet va être encore plus fort sur les petits, parce que il y a une chose à savoir, c'est que ce fameux cortex préfrontal lui-même n'est pas arrivé à maturité chez le petit, donc il va être encore moins efficace pour contrôler le circuit de la récompense. Et puis évidemment, les enfants ont besoin de plus de sommeil que les adultes, donc vigilance maximum sur le rapport aux écrans, l'utilisation des écrans le soir. Je crois que la recommandation d'aller planquer d'aller faire une caisse à doudou où on met les téléphones et tout à partir du dîner, c'est une très bonne recommandation. Avant 18 ans, il est nécessaire de dormir au moins 8 heures par nuit. Un sommeil réparateur est vital pour rester en bonne santé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'activité cérébrale est plus forte pendant certaines phases de la nuit que pendant le jour. Le sommeil, à un moment donné, c'est on ferme. Et quand on ferme, le cerveau, il s'attache aux tâches qu'il n'a pas pu faire pendant la journée. Et c'est là qu'il fait ses opérations de maintenance. Mais à tous les niveaux. Le sommeil, c'est attaché à la santé. Je veux dire, le système immunitaire, voilà, la réparation cellulaire, etc. Tout ça, ça se passe pendant le sommeil. L'hormone de croissance pour les enfants, elle est principalement sécrétée pendant le sommeil. Donc, il y a tout un tas de choses au niveau de la santé. Au niveau émotionnel aussi, il y a plein de régulations émotionnelles qui sont mises en place pendant le sommeil. Et puis, au niveau cognitif, quand on manque de sommeil, évidemment, le lendemain, on a des troubles de l'attention, on a des troubles de la mémorisation, etc. Allez, on rentre. On va essayer de découvrir comment fixer notre attention et pourquoi quelquefois on est attentif et quelquefois on est moins attentif. Qui peut me rappeler ce qu'on avait fait la dernière séance? Ève. On avait fait les neurones qui aiment, par exemple, regarder les jeux vidéo. Il l'attire comme une marionnette vers ce qu'il aime faire. Bah, en fait, on va rester accro. Et quand notre maman nous appelle pour mettre la table, on va trouver tout le reste trop nul. Dans la classe d'Apolline, une matinée par semaine, il y a une nouvelle matière. Un atelier destiné à apprendre aux élèves ce qu'est l'attention. L'expérience est menée pour faire face à un problème apparu ces dernières années. La difficulté des enfants à se concentrer. Alors, qui peut nous expliquer la poutre? La poutre qui est ici, elle représente quoi, la poutre? Marie? La poutre, elle représente quand on est concentré, et ben on est sur notre poutre et on avance. Et quand on n'est pas concentré, en fait, on tombe de la poutre. Alors la poutre, elle signifie tout votre temps d'attention. Je reste sur ma poutre, ça veut dire que je reste dans l'activité et je suis concentrée sur l'activité que je suis en train de faire. Cette enseignante exerce depuis une vingtaine d'années. Elle a vu les élèves devenir progressivement de plus en plus impulsifs et agités. C'est des enfants qui ne savent pas attendre. On a l'impression qu'ils ne savent pas attendre. Donc en fait, un peu comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que tout est instantané, ils appuient sur une touche, ils ont une réponse. Alors que nous, en classe, on ne peut pas répondre immédiatement à leur attente. Et quelquefois, il faut qu'ils patientent. Ça va être des enfants qui vont beaucoup bouger, ça va être des enfants qui vont se tourner de droite à gauche ou regarder ce qui se passe derrière. On va se recentrer sur nos activités. Je repose mes trousses. Nos neurones aimants, ils ne fonctionnent plus. On n'agit plus comme une marionnette. Je vais vous poser une question sur la maison. Qui est-ce qui, à la maison, a une tablette et s'en sert de la tablette? En France, un enfant de 8 ans reste en moyenne 5 heures par jour devant les écrans. Cette surexposition entrave son développement émotionnel et favorise l'impulsivité. Un enfant est plein d'émotions diverses et variées. C'est extrêmement intense dans sa petite tête. Et il a besoin effectivement d'apprendre au fur et à mesure de ces mois à gérer ses émotions. On apprend malheureusement trop souvent à des enfants à se calmer, parce que ça marche très bien avec l'écran. Et on a trouvé le système on-off pour pouvoir le calmer, lui dire « Allez, calme-toi » et ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé en lui la capacité de pouvoir s'auto-réguler. Et pour un enfant, c'est absolument essentiel. Cette agitation est aggravée par le contenu des programmes. Même quand ils sont adaptés aux plus jeunes, ils répondent aux codes de l'industrie de l'attention. Les dessins animés font une large place aux scènes d'action pour mieux capter l'attention des jeunes téléspectateurs. Et les publicités ciblées utilisent des techniques de persuasion. Le système attentionnel de ces générations-là est tellement atteint que
vous êtes obligé de faire des publicités de plus en plus courtes, 8 à 10 secondes, pour pouvoir les capter, pour ne pas les perdre. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils sont à un tel niveau de saturation sensorielle, ils sont à un tel niveau de saturation attentionnelle, que pour arriver à capter leur attention, il va falloir aller sur des niveaux de stimulation et des pubs et des contenus qui sont beaucoup plus trash pour arriver à sortir du bruit de base. Parce que ce que nous, on considérait comme étant une stimulation sensorielle importante, c'est devenu une sorte de bruit de base. Et donc, il faut sortir de ce bruit. Au bout d'un moment, ça devient problématique. L'atelier destiné à améliorer les capacités attentionnelles des élèves est pratiqué dans près d'1 millier d'écoles en France. Et de plus en plus d'établissements en font la demande. Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences, est l'auteur de ce programme. Pour lui, le temps est venu de déculpabiliser les enseignants et de responsabiliser les élèves. Il y a un grand débat en ce moment, savoir si c'est aux enseignants d'en faire des caisses pour attirer l'attention des élèves, complètement changer leur façon de faire les cours et tout. Je pense que c'est une impasse parce qu'à un moment donné, on est responsable de sa propre attention. On n'est pas toujours dans des situations où tout est rigolo et tout est immédiatement attractif. Donc je pense qu'il faut rendre l'élève maître de sa propre attention avec une responsabilité, que ce soit sa décision d'être attentif. On n'oblige pas les enfants à être attentifs. On leur propose des outils pour qu'ils puissent reprendre ce contrôle-là s'ils décident d'être attentifs. Quand les élèves grandissent et qu'ils deviennent des étudiants, le temps consacré aux écrans grandit lui aussi, passant de 5 heures par jour à plus de 8. La connexion est omniprésente dans leur vie, y compris sur les bancs de l'université. L'attention des jeunes adultes est continuellement parasitée par des outils numériques. Vous avez compris pourquoi j'ai choisi les 25 650 et 4 275. C'est-à-dire, la troisième facture, elle va être comme ça. Quand vous êtes enseignant, vous êtes maintenant devant un mur d'ordinateur, avec en plus le portable posé à côté. Alors ces étudiants, ils sont ce qu'on appelle en multitasking, c'est-à-dire ils font plusieurs choses en même temps. Donc ils ne sont pas du tout en dehors du cours, ils sont là et pas là en même temps. C'est-à-dire qu'ils prennent des notes en vrai, mais ils sont aussi en dialogue sur Messenger, sur Facebook ou ailleurs. Est-ce que faire plusieurs choses en même temps vous fait moins participer à l'agora d'une classe? Ça, c'est absolument certain. Or l'agora, la conversation en sens où elle permet petit à petit de construire un savoir, une opinion, une distance par rapport à ce savoir, est absolument centrale dans la transmission. Dans cette université, l'heure de la révolte contre les écrans a sonné. Ils sont une poignée d'enseignants qui ont pris la liberté de faire cours comme il y a 20 ans. Pas de téléphone ni d'ordinateur sur les tables. In this extract, I would say it's more about a comparison between black mother and white mother and what. Pour ce professeur d'anglais, bannir les écrans des salles de classe est devenu une nécessité. J'ai 46 ans, j'ai fait un certain nombre de choses dans ma carrière au niveau de l'enseignement et de la recherche, et je pense que j'ai un certain nombre de choses à transmettre aux étudiants. Et que bien évidemment, si les étudiants sont sur Facebook ou alors s'ils envoient des textos sur leur téléphone portable, moi ça je peux pas leur transmettre, quoi. Donc je peux même pas faire mes preuves en fait. Leur montrer que ce que j'ai à leur dire, c'est peut-être effectivement intéressant. Moi, je dis, et je pèse mes mots, que je pense qu'un certain nombre d'enseignants, donc chercheurs en France, dans l'université, achètent d'une certaine manière le silence de leurs étudiants par le biais, effectivement, de ces ordinateurs et de ces téléphones portables. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. Ces étudiants ont toujours vécu avec les outils numériques. Ils utilisent leur ordinateur portable pour prendre des notes le reste de la semaine. Mais ici, ils découvrent les avantages d'un cours sans écran ni smartphone. Il est intéressant d'écrire vraiment à la main la phrase, de pouvoir entourer, faire des flèches, comprendre un principe ou un processus particulier que en tapant à l'ordinateur, c'est pas toujours évident de surligner, entourer, faire des graffitis particuliers sur le cours pour pouvoir vraiment le mémoriser correctement, parce qu'il y a des personnes qui retiennent mieux avec des couleurs, qui sont plus visuelles, qui sont plus, etc. Moi, j'ai fait 3 ans de prépa avant de venir ici, et on n'avait pas le droit justement aux ordinateurs, parce que les professeurs voulaient qu'on écrive et qu'on s'entraîne pour la grammaire, l'orthographe. Et j'avais l'impression qu'on retenait mieux, parce que justement, on écrivait, on se forçait de ficher après, donc on était constamment en train d'écrire et on retenait beaucoup mieux les cours. La prise de notes à la main est plus lente et laborieuse. Mais pour cet enseignant, c'est justement la clé d'une meilleure assimilation.
Moi, si je prononce une phrase en anglais avec un mot qui serait un mot A, B, C, D, E, F, pour synthétiser ma pensée, l'étudiant va devoir utiliser le mot A, le mot C et puis le mot M, par exemple, un mot que je n'aurais pas utilisé. Et si effectivement je fais un cours en anglais, cet étudiant va devoir aller puiser dans son stock lexical à lui pour précisément synthétiser ma pensée. Alors que si ce même étudiant avait tapé à l'ordinateur, il aurait absolument tout tapé. Le cerveau doit fournir une attention soutenue pour synthétiser un cours retranscrit manuellement. Pour les neurosciences, l'effort favorise une bonne mémorisation. Qu'est-ce qui fait que le cerveau va retenir ou pas? Et l'un des facteurs, et le facteur important, c'est est-ce que ça m'a coûté cher pour acquérir cette information? Et le coûter cher pour le cerveau, l'effort, ça se mesure en termes attentionnels. C'est-à-dire que quand le cerveau a mis beaucoup d'attention sur une tâche, il va avoir tendance à la mémoriser mieux. La main, elle coûte. La main, elle coûte à deux niveaux. D'abord, c'est un effort physique. La main, elle coûte parce qu'elle ne peut pas prendre aussi vite que la parole. Donc, non seulement elle demande un effort, mais elle demande un effort attentionnel plus important parce qu'elle demande à tout de suite résynthétiser ce qui rentre. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas en verbatim ou beaucoup moins en verbatim qu'avec un clavier et vous êtes obligé de reformuler. Et cet effort de reformulation et cet effort physique lié à l'usage de la main fait qu'on va retenir beaucoup mieux quand on va écrire avec la main que quand on va écrire avec un clavier. Faut-il bannir les écrans de nos vies pour préserver notre cerveau? Des chercheurs en neurosciences pensent au contraire que les écrans peuvent muscler le cerveau. À Genève, une équipe de scientifiques observe les effets des jeux vidéo sur les neurones. Le résultat d'une étude prouve que certains jeux d'action peuvent développer des capacités d'attention. Donc, il y a 2 ordinateurs qui sont prêts, donc je vous laisse choisir votre emplacement. Je vais vous faire jouer à un jeu que vous connaissez probablement pas, qui est un jeu qui date de 2004, qui est un jeu d'action. Donc c'est un jeu de tir à la première personne, comme vous avez l'habitude d'en jouer chez vous, j'imagine. Et le but, c'est d'estimer votre niveau dans le jeu vidéo, parce qu'on va vous faire des tâches de laboratoire ensuite, des tâches d'attention, qui vont nous permettre de voir si le jeu vidéo a eu un impact positif ou négatif sur votre attention. Donc vous pouvez mettre les casques, et à partir du moment où vous commencez à tirer, le jeu commence. Dans la première étape de l'expérience, les participants jouent 10 minutes en réseau. Leurs scores seront comparés à la fin de la partie pour savoir s'ils sont des joueurs confirmés ou débutants. Après cette phase de jeu, ils passent au test cognitif. Je vais vous inviter à me suivre. On va passer à la deuxième partie de l'expérience qui va se passer dans le laboratoire. Et donc là, on va mesurer vos capacités attentionnelles avec des tâches standardisées. Dans la seconde partie de l'étude, les volontaires accomplissent tous à tour de rôle le même exercice. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au milieu de ce cercle gris, il va y avoir des petits points, des petits smileys jaunes et bleus. Le but, pour toi, ça va être de suivre les smileys bleus. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont se mettre à bouger. Ensuite, tous les smileys bleus vont devenir jaunes, comme les autres. Et puis au bout d'un moment, le mouvement va s'arrêter et un des smileys va avoir un point d'interrogation et tu devras dire s'il était bleu ou jaune au départ. Imaginez-vous à la place du participant. Il s'agit de suivre les 2 pastilles bleues, qui soudain deviennent jaunes comme les autres. Puis, les points s'arrêtent de bouger. Un seul devient gris avec un point d'interrogation. Était-il bleu ou jaune au départ? Vous avez trouvé? La bonne réponse est bleu. La différence entre les gamers et les non-gamers, c'est que typiquement dans un essai où il y a 5 points bleus au départ, un gamer va y arriver avec une bonne performance, alors que les non-gamers, avec 4 points bleus au départ, ils ont déjà des difficultés. Cette étude démontre qu'un mécanisme de plasticité cérébrale augmente les capacités d'attention des joueurs chevronnés. À force d'entraînement, de nouvelles connexions neuronales se sont formées. Alors dans une tâche comme ça, ce qu'on utilise comme région cérébrale, c'est essentiellement les réseaux fronto-pariétaux. Donc on a des régions frontales et des régions pariétales qui communiquent et qui permettent d'augmenter le contrôle attentionnel. Et ce qu'on a observé quand on compare des gamers et des non-gamers en IRM dans des tâches attentionnelles, c'est que pour des mêmes performances, des gamers vont avoir beaucoup moins d'activité dans ces réseaux. C'est-à-dire qu'ils ont automatisé et donc ils peuvent aller plus loin en termes de capacité et de performance. Passer des heures à jouer derrière son écran développerait donc des capacités d'attention particulières selon les conclusions de cette étude. Mais de quelle attention parle-t-on? Ça va développer un certain type de compétences qui sont celles qui sont utiles pour ce jeu-là. Après, je sais qu'à un moment, on avait dit donc ça développe l'attention, les jeux vidéo. Attention,
Il faut bien voir de quelle attention on parle. Là, on parle d'une surréactivité à des dangers, pour aller dégommer des monstres, qui n'est pas du tout le même type d'attention que celle qui est mise en jeu quand vous êtes en train d'écouter quelqu'un ou dans une relation sociale. C'est l'inverse de la concentration. La concentration d'un gamin qui se met sur un problème ou qui lit ou qui fait autre chose, c'est l'inverse. Il va falloir qu'il se ferme absolument au monde extérieur. Jouer aux jeux vidéo, c'est bon pour ces activités-là visuelles. Je ne sais pas à quoi ça peut servir dans la vraie vie, mais admettons que ça serve à quelque chose. Par contre, pour la concentration, c'est extrêmement délétère. Notre distraction par les écrans n'a jamais été aussi forte. Mais pendant les 2 mois de confinement dus à la pandémie de coronavirus, les écrans nous ont aussi permis de maintenir un lien avec les plus fragiles, les personnes âgées et dépendantes, isolées de leurs proches pour préserver leur santé, ont pu garder le contact grâce à Internet quand c'était possible. Pendant cette période exceptionnelle, les écrans nous ont entourés, à tel point que nous avons eu l'impression de vivre dans une bulle numérique. Occasion inédite de tester notre seuil de tolérance. J'ai l'impression qu'on est tous passés par le même cycle, on va dire, c'est-à-dire dans un premier temps un quasi-émerveillement ou soulagement d'avoir tous ces écrans à disposition et paradoxalement, ou plus exactement, je pense qu'à mesure que le temps passait, c'est la fatigue qui s'est fait sentir. C'est-à-dire quand on a enchaîné des visioconférences de travail avec des apéritifs amicaux sur écran et pour terminer une bonne série sur l'écran aussi, tout ça à un moment donné donne une impression d'irréalité et de très grande fatigue. L'emprise va-t-elle se poursuivre? Verrons-nous un jour la réalité seulement à travers les écrans? Il est temps de réagir, de reprendre le contrôle de nos vies. Sans prise de conscience, les effets sur notre santé pourraient devenir encore plus graves. On va vers une course aux armements donc pour capter l'attention et on aura tous notre casque de réalité virtuelle tout le temps, en train de se donner des petits shoots de séries, de trucs marrants, constamment, quoi. Il n'y aura plus aucun contact avec le monde extérieur qui aura perdu la bataille. Donc on sera dans un gavage, avec en plus une source de produits de gavage, on va dire, infinie. Donc ce sera même pas qu'on sera sur un produit qu'on consomme tout le temps, c'est qu'en plus on y passera le moins de temps possible pour pas passer à côté des autres. Donc il y aura en plus une sorte de zapping permanent. Donc il y aura plus d'approfondissement possible, il y aura plus de réflexion, il y aura plus rien. On sera comme des oies, en attendant qu'on nous prenne notre foie pour faire du bon foie gras. Mais j'y crois pas, je pense qu'il y aura une rébellion. Comment se reconnecter à la réalité? Sortir de cette emprise des écrans sur nos vies. Une famille a décidé de tenter l'expérience. Grands-parents, enfants et petits-enfants veulent, le temps d'une journée, reconquérir un peu du temps volé par les écrans. Et cela commence par une prise de conscience. J'ai un temps d'écran qui quelquefois s'affiche et je suis stupéfaite de voir que je passe peut-être plus de temps que je ne pense en réalité. C'est vrai que c'est devenu un réflexe. Je me dis qu'il faudrait que je me force à le mettre de côté pour justement faire autre chose. Parce que c'est des habitudes et c'est des réflexes, alors qu'on pourrait faire des trucs plus sympas. Pour lever les yeux du téléphone portable et ne plus penser aux écrans l'espace d'une journée, Caroline a réservé une surprise à ses enfants et à ses parents. Ils ont rendez-vous avec Sandrine, organisatrice de cure de détox digital au grand air, pour une randonnée au soleil et sans GPS. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez décidé de débrancher quelques heures, de respirer. Oui. Vous êtes prêts? On est prêts. Super prêts. Super. Je vais vous remettre une pochette à chacun pour ranger votre smartphone. Pour ne pas vous laisser tenter. Allez. Alors qui a un smartphone à ranger? Aïe, 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 c'est... On peut regarder une dernière fois? On l'éteint, allez. Pour l'instant, on le vit bien. À suivre. Bon, mais on sait quand même que ça durera pas trop longtemps. Vous êtes prêts? Ouais. Toute la famille part pour une balade en forêt. Sans téléphone pour se guider, le jeu de piste est l'occasion d'initier Zoé et Maxime à l'observation de l'environnement. La balade permet aussi de soigner cette anxiété de passer une matinée complète sans regarder un écran.
On va reprendre la carte. Il faut qu'on trouve un endroit où on coupe du bois. Donc tu vois, là on est quelque part au milieu de la forêt. Donc, regarde, peut-être que si on sort de la forêt là-bas, on va pouvoir retrouver la scierie. On a remarqué qu'une des choses qui nous empêchait de débrancher vraiment, de lâcher le téléphone, c'était la peur du vide, quoi. Dès qu'il y a un moment de libre, on l'occupe avec le téléphone. Donc on a remédié à ça en proposant une activité, un but, une mission pour qu'il se passe quelque chose. Et petit à petit, on souffle. Et dans un second temps, on n'a plus vraiment besoin de cette activité. On peut à nouveau être bien avec le vide et l'apprécier. Finalement, le remplir avec des bruits, des sons, des sensations, une vision différente de notre environnement. Il se passe quelque chose. Allez Zoé, on te suit, c'est par là. Assez vite, les premiers effets de la déconnexion se font sentir. L'angoisse de ne plus être joignable a cédé la place au plaisir d'être reconnecté à la réalité. J'y pense plus. J'y pense plus, on est occupé, on est dans pleine nature, c'est top. On est bien, on est en famille, on partage un moment tous ensemble. On se sent libre. On se reconnecte là, avec des choses complètement naturelles. On regarde les arbres, on regarde ce qui se passe au sol, on regarde les pas, on regarde des choses qu'on ne regarde plus. Grâce à une seule matinée sans connexion, cette famille a renoué avec le bonheur simple d'une balade en forêt. À la fin de la journée, certains ont même une petite gêne à se précipiter sur leur téléphone. Tiens, tu veux que je m'attache? Toi qui portes l'âche. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce téléphone? Plein de notifications. Quelque chose. C'est vrai. Encore une. Reprendre goût à la vie sans les écrans. Être capable de se déconnecter volontairement de temps en temps. C'est le défi qui se présente aux générations futures. Je pense qu'il y a une génération qui a vraiment été massivement exposée parce que aucune prise de recul, c'était tout nouveau, tout beau. Et là, on va arriver vers une deuxième génération qui est quand même un peu plus expérimentée et plus raisonnable vis-à-vis de tout ça. Et c'est dur d'être raisonnable. Tu vois la grande montagne là-bas? Ouais. Alors tu vois, le vent, il souffle, hein. Il va de la gauche, là, vers la droite. Ça peut avoir l'air banal, je pense que c'est extrêmement important et que la limitation de la connexion dans le temps, c'est-à-dire il y a des moments, pas plus de X heures par jour, et la limitation de la connexion dans l'espace, il y a des lieux où on apprend à ne pas se connecter, est une nécessité. Et je suis suffisamment optimiste pour penser que dans 10 ans, ça nous paraîtra une évidence et on se dira, oui, c'était normal de le faire. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour ce débat avec nos invités. Avec nous sur ce plateau, Vanessa Lalo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne spécialiste des pratiques numériques. Avec nous également Grégoire Borst, bonsoir. Bonsoir. Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris. Vous dirigez le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Et puis nous sommes également en ligne avec le docteur Laurent Carilla via Skype. Bonsoir, vous êtes psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et puis également avec nous, Michael Stora, bonsoir aussi. Bonsoir. Vous êtes psychologue et psychanalyste et vous êtes le cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et vous avez écrit avec Anne Hulpa ce livre Hyperconnexion ou comment le numérique a envahi nos vies, publié chez Larousse. Alors, téléphone portable, ordinateur, tablette, télévision, le temps passé devant les écrans qui a considérablement augmenté évidemment pendant le confinement, met-il notre santé physique et mentale en danger? En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans la première partie de ce débat en répondant à vos questions. Et on commence avec cette question. Est-ce que tous les écrans agissent de la même manière sur le cerveau? Alors, tous les écrans n'agissent pas de la même manière sur le cerveau. On peut déjà faire deux grandes catégories d'écrans, les écrans dits actifs et les écrans dits passifs. Ça, c'est la première chose. Effectivement, il y a une passivité qui est plus grande, par exemple, devant un écran de télévision que sur une tablette ou sur un smartphone. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. C'est une question de contenu, ce n'est pas une question d'écran. Vous pouvez faire, si je prends une tablette et que je passe mon temps à lire des livres et des e-books sur ma tablette, je n'ai pas tout à fait les mêmes effets sur le cerveau que si je passe mon temps à jouer à des jeux vidéo d'action ou si je passe mon temps à jouer à des jeux vidéo type Sims ou des jeux vidéo qui sont plutôt de création, d'interaction sociale. Et tout ça a des effets différents sur le cerveau. Donc c'est comme ça qu'il faut se poser la question finalement. Et il faut se poser la question évidemment de l'âge auquel on expose
le cerveau, puisque le cerveau est en développement et en maturation de moment où on est de la conception, c'est-à-dire in utero, jusqu'à 22-23 ans. En fait, le cerveau adolescent va continuer à maturer jusqu'à 22 ans. Donc on est adulte en fait à 22 ans du point de vue du cerveau. Oui, c'est la question suivante. Est-ce que les conséquences d'une surexposition aux écrans sont les mêmes sur les adultes et sur les enfants? Ce sont deux cerveaux qui n'interagissent pas du tout de la même façon. Alors, ces deux cerveaux qui ne sont pas en tout cas à leur même stade de maturation, de développement. Il faut bien voir qu'il y a deux grandes périodes de maturation cérébrale. Il y a cette maturation, on a une première période de sensibilité extrême à l'environnement qui est les 0-3 ans, dont on parle beaucoup. Vous savez, on a parlé des 1000 premiers jours et de cette problématique effectivement de qu'est-ce qu'il fallait faire pour les 1000 premiers jours de l'enfant. Mais il y a une deuxième période qu'on oublie souvent, et d'ailleurs qu'on oublie même dans l'exposition par rapport aux écrans, qui est la période de l'adolescence, qui va de 12 à 22 ans. Encore une fois, c'est particulier parce que ce cerveau va avoir une maturation extrêmement prolongée dans le temps, beaucoup plus d'ailleurs que n'importe quelle autre espèce, et ce qui explique aussi pourquoi on est capable, comme espèce, d'acquérir des outils culturels comme la lecture, les mathématiques, la physique, la chimie. Et donc l'enjeu, c'est de se dire à quel âge l'enfant est exposé à un type de contenu, et quels effets ça aura à un âge donné, mais aussi plus tard dans le développement. C'est tout l'enjeu, et vous voyez bien ici un peu la limite finalement de nos approches, c'est qu'on a besoin de temps pour vous donner des réponses, et que parfois on va un peu vite dans les réponses qu'on donne. Mon fils aura 3 ans en août, il ne parle toujours pas. Est-ce que le temps qu'il passe devant les écrans peut en être responsable ? Alors, il faut faire attention à ne pas inverser les enjeux de causalité. Voilà. On fait beaucoup de corrélations. Ce qui est important dans l'environnement d'un enfant, c'est qu'il ait justement un environnement. Donc effectivement, s'il passe trop de temps devant les écrans, c'est au détriment des interactions avec son environnement, avec ses parents, avec des activités tangibles, le développement de la psychométricité, du langage, etc. Mais ce n'est pas à cause de l'écran, c'est peut-être parce qu'il y a une carence ailleurs ou que cet enfant peut avoir un trouble du développement quelconque qu'il faut diagnostiquer et qu'il ne faudrait surtout pas diagnostiquer comme un autisme virtuel ou ce type de gros mots dont on aime bien parler ces derniers temps, au détriment d'un autre diagnostic qui amènerait une prise en charge réelle de ces troubles-là. Il n'y a pas de vrai retard de langage directement imputable à une surexposition à des écrans ? Alors peut-être que Grégoire peut compléter sur ça, a priori non. Mais... Il y a une étude qui est sortie en France, qui a fait beaucoup parler d'elle, qui était... une étude qui est sortie dans Santé publique France. En fait, l'article était sorti un peu avant. Si on regarde un peu cet article-là, il a deux limites majeures. La première, c'est que vous savez que si on veut imputer une causalité, il faut normalement avoir deux groupes, un groupe expérimental, un groupe contrôle, faire un essai contrôlé aléatoire. On a beaucoup entendu parler avec toute cette question décriée sur l'hydrochloroquine et les effets de l'hydrochloroquine. Donc il faudrait faire la même chose. C'est évidemment très difficile de le faire. Et cette étude-là montrait simplement que chez les enfants qui présentaient des troubles du langage, il y avait deux facteurs qui semblaient expliquer l'émergence de ces troubles du langage, liés aux écrans évidemment, en contrôlant un certain nombre de facteurs. C'était l'exposition aux écrans le matin et l'absence de communication autour du contenu présenté sur les écrans. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait 21 autres facteurs qui n'expliquaient pas ces troubles du langage, dont, je le répète, le nombre d'écrans dans la maison, le temps passé devant les écrans, le temps passé devant les écrans juste avant de se coucher. Donc c'est pas significatif, quoi. C'est juste de dire, attention, prenons ça avec un peu de recul et attention à ne pas inverser la causalité. La dernière chose, c'est qu'il y a des études contrôlées aléatoires qui montrent que différents types de contenus présentés à la télévision peuvent soit avoir des effets positifs sur le développement de l'enfant, du vocabulaire de l'enfant, soit des effets négatifs sur le développement du vocabulaire. Donc c'est juste que c'est un peu plus complexe que ce qu'on a envie de dire. Le mot contenu, oui, est important. Laurent Carilla, je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue. On nous demande ce qu'on appelle un usage excessif des écrans. À partir de quand on parle de ça ? En fait, il faut partir de la base qu'on est tous hyper connectés. Donc, une hyperconnexion, c'est on se connecte X minutes, X heures, etc. Il n'y a pas de limite de temps. C'est plutôt cette consommation excessive, quel est l'impact sur les interactions sociales, les interactions personnelles, cognitives. Et si vous voulez, c'est ce qu'on ressent par rapport à ce type d'interaction. À partir du moment où c'est nocif pour la sociabilité de l'individu ou comme la personne qu'on a vue dans le documentaire, quand on perd beaucoup d'argent. C'est cette question-là. Comment sait-on ? C'est ce qu'on nous demande. On nous demande comment on sait que l'on est devenu dépendant. Alors c'est autre chose, c'est pas une consommation excessive. Donc c'est plutôt, on est avec ce moyen mémotechnique que j'utilise tout le temps, les 5C. C'est un usage compulsif, un usage chronique, un usage continu. Un craving, la craving, c'est une envie irrésistible de se connecter. Et puis, il y a des conséquences. Il y a des conséquences psychiques, il y a des conséquences physiques et il y a des conséquences sociales. C'est différent. Usage excessif
et ces critères d'addiction, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment différent. Est-ce que l'utilisation permanente du smartphone n'a pas tendance à altérer notre capacité de mémorisation? Peut-être pour Michael Stora? Oui, alors, écoutez, je ne pense pas forcément que le téléphone va empêcher de mémoriser des choses importantes dans notre vie, mais c'est évident que le téléphone, le mobile est un concentré affectif de nos photos, de nos SMS, qu'on peut revoir avec grand plaisir. Il est évident que maintenant, à partir de ce moment-là, pour rejoindre un peu ce que disait Laurent Carilla, moi j'ai tendance à penser que l'usage devient véritablement problématique, voire addictif, lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux. C'est très paradoxal parce que le mobile est censé nous mettre en contact avec les autres, mais au bout du compte, on s'isole tout en étant avec les autres proches. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là, c'est pas toujours en termes de temps de connexion, mais c'est véritablement lorsqu'il y a cette rupture qui fait que petit à petit, les gens très proches disparaissent. Comme le disait une collègue, elle a écrit un livre qui s'appelle « Seuls ensemble », c'est-à-dire que finalement, nous sommes véritablement seuls alors que les autres sont présents. Et je crois que c'est à ce moment-là que l'usage devient problématique. Mais est-ce que de manière aussi plus concrète, pour répondre à cette question, le fait qu'on n'apprenne plus un seul numéro de téléphone, qu'on ne retienne pas les codes, les adresses, que tout soit stocké finalement, qu'on utilise un GPS, donc on n'est pas non plus à mémoriser un trajet ou un univers, est-ce que ça, c'est quand même pas perturbant? Alors, c'est vrai que oui, on pourrait se dire qu'à une époque, beaucoup de gens avaient une sorte de capacité de mémorisation impressionnante des numéros de téléphone. Alors peut-être qu'on pourrait se dire que oui, le téléphone viendrait entacher. Mais j'ai envie d'y voir une dimension très pratique. Là où je m'interroge, par exemple, c'est lorsque on se retrouve en vacances et qu'on a besoin de tout photographier. Comme une sorte de preuve par l'image, on viendrait photographier comme si la chose n'était pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Et donc ça, c'est vrai que je crois beaucoup plus à une mémorisation à travers nos 5 sens, qui fait que, évidemment, là, la sensorialité, peut-être à l'image de ce que nous évoque Proust dans sa littérature, va avoir beaucoup plus d'impact sur notre capacité à garder en nous une trace profonde. Et malheureusement, prendre en photo peut mettre à distance. Mais j'ai envie de me dire que c'est plutôt pratique quand le téléphone nous permet de pouvoir ne pas retenir 1001 numéros. Oui. On peut peut-être juste dire une chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas de données objectives qui montrent qu'il y a une diminution des capacités de mémorisation dans l'espèce humaine. Ce n'est pas ce qu'on observe. Alors on peut dire qu'effectivement c'est un usage différent, que probablement notre mémoire est en train de changer. Ça, c'est vrai. Elle ne sert plus tout à fait à la même chose. Elle ne sert plus tout à fait à la même chose. Peut-être qu'on mémorise finalement les links, les hyperlinks, finalement le tracé du chemin de l'information. Et évidemment, ça engage à une réflexion plus générale sur qu'est-ce que doit être l'éducation aujourd'hui. Est-ce que l'éducation, ça doit être la transmission des connaissances? Quand j'ai dans ma poche, il est là, éteint, parce qu'on m'a dit qu'il fallait l'éteindre, un smartphone qui me permet d'accéder à toutes les informations contenues et qu'on a générées dans l'histoire de l'humanité en 15 millisecondes. On voit bien qu'effectivement, il faut peut-être un peu changer, je dirais, faire un pas de côté, se dire, il va falloir apprendre finalement aux enfants et aux adolescents à se poser la question de la véracité de l'information, de la qualité de l'information auquel ils sont confrontés sur Internet, et que c'est peut-être ça l'enjeu de l'éducation de demain, plus que la transmission des connaissances. Donc je pense que c'est là en fait la vraie question. C'est un autre travail, mais il faut repenser en profondeur la société, parce que oui, notre société a changé. Alors on peut dire qu'elle n'a pas changé. Ben, si elle a changé, je ne pense pas que d'ici 10 ans, on aura mis les smartphones sous la table et qu'on arrêtera d'utiliser notre smartphone. Je ne crois pas que ce soit comme ça que ça va se passer. Vanessa Lalo, Florian, une question pour vous. Je me couche tous les soirs en regardant des séries pour m'endormir. Peut-il y avoir des conséquences sur ma santé? Il y a une autre question pareille, une autre question sur la nuit également. Oui, sur l'influence des téléphones portables et du numérique pour gêner le sommeil en fait. Est-ce que ça a été démontré et est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, il y a pas mal d'études qui sont contradictoires par rapport à tout ça. Il y a d'autres études qui vont à l'inverse dire que quand on est insomniaque, on a tendance à plus toucher nos téléphones le soir, justement. Et donc, ce ne serait pas, encore une fois, une histoire d'œuf et de poule, mais de poule et d'œuf. Donc, bon, il faut toujours, à chaque fois, prendre au cas par cas les différentes situations et voir si c'est un refuge. Qu'est-ce qu'on met derrière le fait de toucher son écran? Est-ce que ça vient protéger quelque chose d'une angoisse de vide? Est-ce qu'on a peur d'aller se coucher? Est-ce qu'on a peur de se réveiller, de ne pas se réveiller, d'être abandonné, d'être seul, la séparation? Bon.
Ou est-ce que simplement c'est un plaisir, on veut être connecté à nos amis, on se sent tout seul, on a besoin de maintenir un lien social. Mais quelle parole raisonnable. Bien sûr. Désolé. Bien sûr. Parole de bon père de famille. Il faudrait. Mais bon. Regarder son téléphone pendant toute la nuit, enfin, on va en parler avec Laurent Carilla après, mais c'est peut-être une addiction aussi de. Alors toute la nuit. Ça marche pas, on est bien d'accord, il faut respecter à un moment un rythme de sommeil. Mais en termes de conséquences, la question c'était ça, quelles sont les conséquences? Moi je pose la question de la causalité quand même. Est-ce qu'on cherche à aller se réfugier dans quelque chose parce qu'on comble un vide, un manque, ou est-ce que ça répond simplement à un plaisir, à un besoin, qu'on n'en souffre pas? Déjà c'est aussi ça la question des addictions, mais Laurent pourra peut-être compléter sur ce point-là. Est-ce qu'on en souffre, est-ce qu'on n'en souffre pas? Donc voilà, la première conséquence c'est ça. Après on peut avoir effectivement des problématiques de concentration le lendemain parce qu'on n'a pas assez dormi. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin de toucher son téléphone toute la nuit pour avoir des problèmes de sommeil non plus. Donc je pense qu'il faut prendre au cas par cas aussi ces situations-là et pas forcément toujours généraliser. C'est bien de pouvoir en parler en individuel et voir pourquoi. Qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous apporte ou qu'est-ce que ça comporte comme problématique ou comme conséquence chez chacun. Laurent Carilla, l'utilisation du téléphone la nuit, c'est un signe qui peut faire penser à une addiction? En fait, il y a une catégorie déjà de personnes qui utilisent leur téléphone la nuit, leur smartphone, qu'on appelle les sleep phoners. Les sleep phoners, c'est en fait des personnes qui sont en mode veille en permanence, c'est-à-dire qu'ils s'endorment avec leur téléphone et ils attendent que ça sonne, que ça vibre pour réagir. Ils vont gérer leurs insomnies avec, et ils vont aussi gérer leur tristesse, leur anxiété, les ruminations matinales, etc. En fait, ils dorment jamais, donc il va y avoir une perturbation de l'architecture du sommeil. Et ça, c'est une catégorie, en fait, qui n'est pas liée forcément à l'addiction. Ça peut être des conséquences de l'addiction. Et encore une fois, l'addiction au smartphone, moi, ça me gêne. Et c'est plutôt l'addiction à ce que génère l'écran du smartphone, en fait. Ce serait plutôt ce qu'on voit, nous, à l'hôpital ou en consultation. C'est l'addiction au sexe, l'addiction à des jeux d'argent, l'addiction à des jeux vidéo aussi, ça existe. L'addiction, aux achats, tout ce qui peut générer l'écran. On nous demande si... Oui, allez-y. Juste sur le sommeil, c'est peut-être un des seuls facteurs sur lequel on a quand même des données qui sont un peu convergentes. On sait par exemple que des enfants ou des adolescents exposés 1 heure avant le sommeil à un smartphone ou à tout type d'écran, il n'y a pas besoin que ce soit que le smartphone, ont des temps de sommeil qui vont être un peu diminués. Maintenant, quand on regarde et qu'on collige un peu l'ensemble des grandes bases de données qu'on peut avoir aujourd'hui, il y a une différence significative. Alors significative en science, ça veut simplement dire qu'on a fait une test inferentiel, que ce qu'on observe pourrait s'observer dans la population générale avec un degré de chance qu'on considère acceptable, en dessous de 5% de chance. En gros, c'est ça notre seuil statistique. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre ceux qui passent plus de temps sur les écrans par rapport à ceux qui en passent moins. La différence absolue en temps de sommeil chez un adolescent, c'est 8 minutes. Pour 8h30 de moyenne. Donc, oui, ça a un effet. Est-ce que vous avez besoin d'une politique de santé publique sur cette question-là? C'est une vraie question. Quand vous êtes à 8 minutes, je veux dire la vraie... Est-ce que c'est une priorité? Non, mais la priorité, je vais vous le dire, la priorité, c'est de faire commencer l'école plus tard pour les adolescents. Ça, tout le monde le sait. D'accord? Donc commençons les cours à 9h, 9h30, parce que leur cycle de sommeil est différent à l'adolescence, parce que leur cerveau est en pleine maturation dû aux changements hormonaux. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Mais est-ce que du coup, en revanche, pour les enfants, il paraît raisonnable effectivement qu'on ne leur donne pas leur écran 1 heure avant quand ils vont dans leur chambre? Pas 1 heure avant et pas dans une pièce sombre. Ça, c'est les deux facteurs qu'on a montrés qui sont plutôt... les parents peuvent récupérer ça. Il y a un rapport qui est sorti au comité de la santé publique là-dessus, et c'était un des facteurs sur lequel, en gros, les experts trouvaient qu'il y avait un consensus dans la littérature. Oui, Laurent Carilla, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur ça, c'est vrai ce qui est dit, mais il y a un message clé fort, c'est pas d'écran dans les chambres. Et ça, c'est un message qu'il faut vraiment répéter, c'est pas d'écran dans les chambres, pas d'écran hobby. Il y a eu cette histoire de maturation cérébrale, si vous voulez, qui part de 5 à 22, 25 ans. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écran le soir. Voilà, c'est peu importe. Et après, quand on est adulte, on peut gérer son écran comme on peut. Mais il y a aussi un deuxième message qui doit être fort, c'est que les parents doivent donner l'exemple avec l'utilisation d'écran dans les chambres le soir. C'est aussi un point vraiment important. D'accord. Ça va pas être facile. C'est vrai, c'est vrai. L'enfant apprend par imitation. Hein. Bien sûr. Je vais à présent rejoindre Emma Strack pour un petit tour d'horizon des tentatives de réglementation en matière de temps de connexion.
Alors on va voir que dans plusieurs pays, notamment en Asie, chère Emma, eh bien, on a pris des mesures fortes pour tenter de limiter le temps passé devant les écrans. Oui, en ligne de mire, l'usage des enfants dont on comprend de plus en plus, vous l'avez abordé dans le documentaire et avec vos invités, qu'il pose des problèmes de développement cérébral et d'addiction. Alors je commence avec la Corée du Sud, pays considéré comme le plus connecté au monde et où l'on estime que dans la fourchette d'âge allant de 10 à 19 ans, un jeune sur 10 a développé une addiction à Internet. En 2011, le gouvernement a mis en place la Shutdown Law, qui consiste en un couvre-feu et qui a été surnommée la loi Cendrillon, puisqu'il s'agit d'empêcher les moins de 16 ans de jouer aux jeux vidéo entre minuit et 6 heures du matin. Donc une mesure très forte, mais des résultats un peu mous. Oui, d'après cette étude menée sur les adolescents sud-coréens, la fameuse Shutdown Law n'a eu aucune répercussion sur l'état de dépendance ou sur les heures de sommeil. Une enquête faisait état d'une augmentation de la durée de sommeil d'1 minute et demie, autant Ça dire. valait le coup. Aucun effet. Alors, petit tour d'Asie encore, vous nous emmenez où? Oui, je vous emmène à Taïwan où cette fois c'est une loi relative à la protection et au bien-être des enfants qui a été élargie. Depuis 2015, le texte prévoit d'éloigner les enfants des écrans en évoquant une durée raisonnable ou plutôt en empêchant d'arriver à une durée non raisonnable. Alors c'est assez flou et c'est aux parents que revient la responsabilité de trancher. C'est aussi eux qui devront s'acquitter d'une amende allant jusqu'à plus de 1 400 € s'ils n'encadrent pas davantage leurs enfants. Et en France, il n'y a pas de contraintes, mais de simples recommandations. Oui, alors ce sont des recommandations plutôt timides au regard de ce dont on vient de parler et très récentes aussi si l'on se fie aux recommandations du Haut Conseil de la Santé publique publiées en janvier de cette année. Ces recommandations, les voici, vous en avez parlé un peu ici. Pas d'écran avant 3 ans en l'absence d'interaction familiale, pas d'écran dans la chambre d'un enfant, pas de télé 1 heure avant de s'endormir. Une consommation des écrans accompagnée, notamment pour le choix des contenus, un temps d'utilisation limité et une vigilance pour repérer les signes d'alerte d'une utilisation excessive. Pour nous faire prendre conscience de notre dépendance aux écrans et des risques pour le couple ou la famille, les publicitaires font preuve d'imagination et créent des campagnes visuelles et efficaces comme celle-ci, une campagne chinoise pour un centre de recherche psychologique qui nous montre combien nos usages répétés du smartphone nous coupent de nos proches et combien on aurait intérêt à le lâcher de temps en temps, ce smartphone. Oui, et se protéger des écrans, c'est aussi la conclusion à laquelle sont arrivés les inventeurs de ces technologies qui nous rendent littéralement accros. Oui, et c'est probablement ça la meilleure campagne de prévention, une petite revue des mises à distance appliquées par les stars du numérique. Tim Cook, le patron d'Apple, pose des limites et préfère que ses neveux ne soient pas sur un réseau social. Steve Jobs, à l'époque, limitait l'usage des écrans à la maison, lui aussi. On a également appris que les enfants de Bill Gates, le fondateur de l'empire Microsoft, n'ont eu un portable qu'à partir de l'âge de 14 ans. Et plus généralement, on découvre que les parents travaillant dans des sociétés de technologie de la Silicon Valley décident parfois d'inscrire leurs enfants dans des écoles à l'ancienne, c'est-à-dire non connectées. Parmi les arguments avancés, le fait que l'utilisation de ces nouvelles technologies est très simple et intuitive, donc il est préférable de commencer par apprendre des tâches plus complexes. Et puis conserver aussi un peu de discernement dans tout ceci. Oui, notamment le fait de regarder son téléphone en marchant, ce qui augmente considérablement le risque d'accident. Une étude a montré que 65% des piétons reconnaissent consulter leur téléphone portable en marchant, une tendance qui augmente encore chez les jeunes où l'on atteint 91%. Cette pratique, la ville japonaise de Yamato, au sud-ouest de Tokyo, souhaite l'interdire. Un texte en ce sens a été soumis lundi 1er juin au conseil municipal de la ville. Et si cette mesure est adoptée, ce sera la première interdiction de ce genre au Japon. Et pour lutter contre ces zombies, alors ça c'est la contraction des mots smartphone et zombie, je vous propose de terminer cette chronique avec un petit film parodique qui a peut-être trouvé la solution. On regarde. Toutes les 22 secondes, une personne meurt ou est blessée en raison de l'épidémie de phone zombie. Après 12 ans de recherche, The Urchin Labs a créé Belle. Belle est le premier répulsif certifié anti-phone zombie. Belle est sans fil, entièrement recyclable et 100% garantie sans virus. Un petit retour à la base, quoi. Exactement.
Merci beaucoup Emma. On va passer maintenant à un défi original que propose notre invité aux écoliers et aux collégiens de la ville de Chatou, c'est dans les Yvelines. Vivre 10 jours sans le moindre écran, plus de dessins animés, plus de jeux de vidéo, plus de réseaux sociaux ni de séries. Objectif, se déconnecter totalement pour découvrir de nouvelles activités en famille. Nathalie Moulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes institutrice, mère de 3 enfants et vous dirigez l'association 10 jours pour voir autrement qui organise chaque année cette opération. Alors l'édition 2020 programmée fin mars a dû être annulée à cause du confinement, mais ça n'est que partie remise. Une aventure donc qui a débuté en 2015 à l'occasion de la remise d'un prix littéraire. Oui, alors effectivement, tout est parti des enfants en fait. Donc moi, en étant à la fois enseignante et à la fois mère de 3 enfants, j'étais assez intéressée par tous ces sujets-là. Et je suis bluffée lorsque j'accompagne mon fils au prix littéraire, au vote du prix littéraire de la médiathèque, tous les enfants ont plébiscité justement ce livre-là, 10 jours sans écran de Sophie Rigal-Goulart, qui propose 10 jours de déconnexion, de détox numérique, et qui organise avec l'école tout un tas d'activités. Et comment réagissent les élèves quand on leur dit 10 jours sans écran ? Alors les élèves. Ils paniquent pas ? Alors en fait les élèves, les enfants en fait, quand on leur propose de faire un défi comme ça, ce qui est intéressant d'abord, c'est de leur demander en amont qu'est-ce que vous avez envie de faire à la place des écrans. Et là on se rend compte qu'ils ont une imagination qui est absolument débordante. Par exemple, on a une petite jeune fille du collège là qui est venue nous voir lors d'une journée des associations, toute frêle et qui nous disait moi j'aimerais dire ce que j'ai envie de faire à la place des écrans. Alors elle me dit mais j'ai le droit. Alors je lui donne un post-it, je lui dis écris vas-y. Et en fait ce qu'elle voulait faire c'était de la boxe. Alors c'est assez surprenant en fait quand on laisse la parole aux enfants de voir tout ce qu'ils ont envie de faire à la place des écrans. C'est plutôt rassurant. Mais comment on fait pour transformer ce qui peut ressembler honnêtement à une punition pour beaucoup d'enfants en un vrai défi qui va mobiliser toute la famille ? Alors en fait, c'est pas du tout ils le prennent en tout cas pas du tout comme une punition. C'est-à-dire c'est nous adultes qui pensons ça. Voilà, je pense qu'après le regard des adultes est particulier. En fait, les enfants, d'abord, il y a le défi est préparé en amont par les enseignantes, les enseignants, qui proposent un questionnaire en fait anonyme, complètement anonyme, et qui organise des débats dans la classe. Et déjà, je pense que cette première étape est extrêmement importante parce qu'une fois que les familles discutent, réfléchissent, déjà c'est en partie gagné. Et ensuite, il y a une série d'activités qui sont proposées qui font gratuitement, alors qui sont complètement gratuites, ça c'est très important. Une série d'activités qui sont complètement gratuites et qui sont proposées pendant ces 10 jours-là. Qui sont proposées par ces 10 jours-là, qui sont extrêmement variées. Donc ça peut être de l'escrime, ça peut être du rugby, ça peut être une enseignante qui organise avec les parents d'élèves une sortie en vélo, ça peut être des animateurs de centres de loisirs qui proposent de fabriquer des jeux en matière recyclée. Et alors aussi, pendant ce défi-là, c'est une enseignante qui a eu l'idée l'année dernière et qui est excellente, c'est de proposer justement un sac tous les soirs du défi, dans lesquels les puéricultrices de crèche, parce qu'elles participent aussi au défi, les animateurs de centres de loisirs, de maisons de quartier et les enseignants mettent des activités différentes. Alors c'est un défi, c'est un jeu, c'est un livre que les familles peuvent ramener à la maison. Et, donc ils sont vraiment très partie prenante. Alors au début, ça s'adressait donc aux écoliers, puis vous l'avez proposé aux collégiens de Chatou. Et est-ce que du coup, les ados qui sont quand même les plus accros, j'allais dire, aux réseaux sociaux hyper connectés, est-ce qu'ils acceptent aussi facilement que les plus jeunes de relever le défi ? Alors relever le défi pour des ados, leur demander de couper les écrans pendant 10 jours, c'est absolument difficile pour eux. Mais à la fin de la première édition, on avait... des parents sont venus nous voir en nous demandant, là vous avez proposé des choses que pour les établissements et pour les élémentaires. On est un peu débordé vis-à-vis des utilisations de nos jeunes, de nos ados. Proposer des choses l'année d'après. Donc on a réfléchi et en fait ce qu'on a vu, ce qui marchait le mieux, c'était d'organiser des débats. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de comprendre les enjeux et les limites du numérique et de débattre avec les adultes. Parfois ils nous surprennent parce qu'en fait ils utilisent mieux les outils que nous, on pourrait les utiliser. Et la présidente de la région Île-de-France s'est engagée avec notre association pour monter un projet l'année prochaine pour responsabiliser, justement, organiser une semaine de responsabilisation et pas de 10 jours de déconnexion au niveau des lycées. Alors je disais, ça a commencé en 2015 cette histoire. Est-ce que vous savez est-ce qu'on a assez de recul pour savoir si ces 10 jours donc, de déconnexion ont changé vraiment le rapport des familles avec les écrans et des jeunes avec les écrans ? En fait, c'est des petites habitudes qui changent à chaque défi et ça c'est extrêmement important. Et ensuite,
en fait, les retours au niveau des familles, on les a pas forcément à la fin du défi, on les a 1 an plus tard, ça, on les a 6 mois plus tard. On a des familles qui viennent témoigner, qui nous rencontrent et qui partagent. Il y a une maman qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps en me disant grâce à l'association, là, on n'a plus d'écran le matin et donc maintenant j'arrive à l'heure à l'école. Donc ça, c'est une petite habitude qui a changé et c'est toujours ça de gagner. Donc ça va continuer et s'étendre ? Ah oui, oui. Ça, c'est notre souhait, en fait, de pouvoir, justement... Après, il y a des communes qui nous contactent, parce que c'est vrai qu'à Chatou, ce qu'on a fait, c'est mettre toute une ville complètement au diapason de cette question-là, avec plus de 60 partenaires. De tous. Et ça marche. Merci beaucoup, ça fait plaisir, en tout cas, à entendre. Merci beaucoup. Merci. Alors comment garder le contrôle de notre activité numérique? Comment ne pas tomber dans les pièges de la dépendance? Quelles règles faut-il imposer à la maison ou au travail pour maîtriser le temps passé devant les écrans? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de notre débat. Juste avant, Michael Stera, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ces stages de détox numérique. Et est-ce que d'après vous, ils sont plus ou moins efficaces? Alors, disons les choses, c'est quand même un business plutôt juteux. Vous avez toutes sortes de choses assez farfelues, plutôt sympathiques. Je vais au spa, je vais faire des activités en plein air et puis je vais rituellement mettre mon portable, ça dure 2-3 heures. J'ai tendance à plutôt favoriser de ce que j'ai pu entendre, des situations où on va, au-delà de faire du sport et de pouvoir éprouver son corps, parler autour des usages des écrans. Je crois beaucoup au rôle de la parole, je suis psychologue, et donc finalement je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut élaborer. Je ne crois pas trop aux tendances coaching, qui est une tendance qui marche incroyablement bien dans notre société. J'ai tendance à penser que, comme on a pu le comprendre, l'usage parfois excessif, problématique, est un révélateur d'une problématique souvent beaucoup plus profonde. Et moi, en tant que clinicien, quand je reçois des parents, des adultes qui me parlent de pratiques excessives, vous savez, au bout d'un moment, on ne parle plus du tout d'écran. Il y a toujours, évidemment, quelque chose. Donc, c'est la partie émergée. Néanmoins, la partie visible, à l'image peut-être aussi de l'émission, qui est quand même, bon, même si la deuxième partie est moins anxiogène, mais le documentaire était terriblement anxiogène. On a l'impression qu'à côté, le nucléaire, c'était quasiment à peu près du même ordre. J'ai tendance à penser qu'on est quand même dans quelque chose qui n'est pas un problème de santé mentale, de santé publique excessif à ce point-là. Et d'ailleurs, juste pour me permettre encore de réagir, je pense qu'en effet, les adolescents auraient besoin de pouvoir parler de leur usage, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas, mieux saisir les philosophies que véhiculent ces réseaux sociaux, qui sont souvent des philosophies terriblement tyrannisantes d'un bien-être affiché à tout prix, Instagram, Facebook et autres. Je ne suis pas du tout là pour les infantiliser, mais vous êtes sûr qu'un jeune adolescent ou un enfant en bas âge est capable de percevoir ceci? Je pose la question, je n'ai pas d'avis. Je ne parlais pas d'un enfant en bas âge, je parlais des adolescents. Je pense que, vous savez, j'ai moi-même 2 adolescents et dans les cours d'éducation civique et morale, on est éternellement dans la question de faire attention à son image, de la problématique de la consommation. Je pense que c'est important de réfléchir un peu en amont sur les philosophies que véhiculent ces réseaux sociaux qui sont souvent à l'encontre du bien-être des adolescents. Voilà, c'est une remarque. Laurent Carilla voulait réagir et ensuite Vanessa Lalo voulait réagir aussi. Laurent Carilla. Moi, j'adore ce que Michael Stera dit et je le rejoins sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de diaboliser les réseaux sociaux. Nos ados sont de vrais digital natives. Ils connaissent beaucoup mieux que nous le maniement de l'écran et ce qu'il y a derrière l'écran. Il faut juste être un peu dans le contrôle des choses, nous, en tant que parents. Oui. Vous nous entendez? Il y a une sorte de... Oui, je vous entends. On va reprendre la liaison dans un instant. Vous voulez réagir, Vanessa Lalo? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que Laurent et Michael viennent de dire. Oui, on est tous d'accord. Et je voulais rebondir en plus sur... on n'arrêtait pas de dire tout à l'heure, bon, pas avant 3 ans, pas dans la chambre, pas le matin, pas...
Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'arrêter ce discours anxiogène-là et de dire plutôt des mots positifs. Donc, mettre en collectif, parler en famille, parler des contenus, s'intéresser aux contenus, sélectionner les contenus qui soient pertinents et adaptés à chaque âge. Au lieu de dire, voilà, l'écran n'est pas bon ou tant de temps, le sommeil. Peut-être que certains enjeux ne sont pas forcément là où on les pense, le temps passé est peut-être pas forcément toujours la bonne donnée, la bonne variable, c'est plutôt la qualité que la quantité. Vous voulez dire par là que même avant 3 ans, ça ne serait pas négatif ? C'est pas forcément négatif, c'est ce qui était dit par la haute autorité, etc. Bon, c'est non accompagné, c'est pas bon, parce qu'un enfant a besoin de se développer avec des interactions sociales, de développer son langage, sa psychomotricité, etc. Mais un enfant qu'on met devant un écran avec un compte interactif avec son parent qui lui parle, qui verbalise et qui apprend à bouger la tablette et bouger des éléments dans la tablette à 18 mois, pourquoi pas? Sur 10-15 minutes, ça va rien faire à son cerveau. Et encore, je dis 10-15 minutes, les préconisations finalement n'arrêtent pas de changer et personne n'est d'accord sur un temps maximum qui finalement endommagerait le cerveau. La question, c'est vraiment l'accompagnement des enfants par les parents, la verbalisation et qu'on s'intéresse. Alors chez les tout petits, bien sûr, c'est fondamental, mais avec un ado, comme ça a été dit juste avant, il faut s'intéresser, parler avec eux et pas les laisser dans ce monde-là, prendre le contrôle sur ces univers, mais être nous-mêmes force de proposition et les accompagner dans des choix de contenu et de régulation. Deux choses. La première chose, c'est que je remarque juste que l'Académie de pédiatrie américaine dit moins de 18 mois. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi on est à 3 ans en France, sur quelle donnée, quelle est la donnée qui dit 3 ans plutôt que 18 mois. Je suis désolé, il n'y a pas de données dans la littérature qui dit qu'il y a une nocivité. Il n'y a pas d'études précises aujourd'hui qui nous permettent de dire d'attribuer de façon totalement causale à une problématique des écrans. Maintenant, ce que je pense que dit Vanessa et ce que disent les autres, les uns et les autres, c'est utilisation raisonnée, utilisation évidemment accompagnée de ces écrans-là. On ne va pas laisser un enfant seul devant un écran à 3 ans et on vérifie évidemment le contenu. Pas de contenu inapproprié chez des enfants en très bas âge. Et effectivement, un temps d'écran limité d'une certaine manière, accompagné sur le cerveau, très honnêtement, il n'y a pas d'études. Je veux dire, soyons très clairs. La seule étude, la grosse étude qu'on connaît un peu, qui est l'étude qui vient de démarrer aux États-Unis, qui s'appelle ABCD, Adolescent Brain and Cognitive Development, qui est fait sur plus de 20 000 enfants âgés de 8 qui vont être suivis pendant plus de 15 ans pour notamment se poser la question de l'entrée dans un certain nombre de psychopathologies. C'est ça l'objectif de cette étude-là. Et on voit qu'à 8 ans, effectivement, le temps d'exposition aux écrans a des effets sur le cerveau, ce qui est normal, c'est un environnement. Tout environnement a un effet sur le cerveau. Néanmoins, ça a des effets positifs. Ça accélère la maturation cérébrale. On pourrait dire que c'est des effets négatifs, mais personne n'en sait rien. Et surtout, on n'est pas capable de les relier à des variables comportementales ou psychopathologiques. Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. On verra peut-être dans 2-3 ans si effectivement, on pourra se poser à ce moment-là la question développementale, longitudinale. Est-ce que si j'ai été exposé très tôt à un écran, ça a un effet sur ma maturation cérébrale et sur des effets délétères de cette exposition-là? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Donc après, c'est une question de santé publique. Est-ce qu'on dit pas avant 3 ans, très bien, mais il ne faut pas le dire que c'est fait sur les données de la science, en tout cas. Laurent Carilla, je ne sais pas si on vous a récupéré, vous nous entendez? Oui, je suis là, Marina. Une question sur un jeu très populaire qui s'appelle Fortnite. Oui, des parents qui nous disent que leur fils de 12 ans est accro à ce jeu, qu'il fait des crises dès qu'on lui interdit d'y jouer. Comment gérer cette situation? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, Fortnite, c'est un exemple. L'idée, c'est comment cet enfant, cet ado, ce jeune ado, utilise ce jeu vidéo, pourquoi il utilise ce jeu vidéo, pourquoi les parents le laissent jouer autant à ce jeu vidéo, qu'est-ce qui est contractualisé dans l'ambiance familiale par rapport au jeu vidéo. Vous voyez, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Maintenant, quand on arrive à un état où il y a des symptômes comme ça, d'énervement, d'irritabilité, on n'est pas dans un process addictif. Il faut arrêter l'addiction à 12 ans, ça n'existe pas. On est dans d'autres problèmes. Et je pense qu'il faut explorer ces vulnérabilités sous-jacentes et il faut se faire aider par des spécialistes pas de la question ciblée sur le jeu vidéo, mais il faut se faire aider par des spécialistes en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour avoir une espèce d'évaluation. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que dans ces cas-là, c'est aussi la famille et les parents qu'il faut interroger sur ces comportements. Oui, c'est quelque chose de multimodal. C'est quelque chose on va interroger les parents, on va interroger l'enfant, bien sûr. On va interroger les parents et l'enfant, les interactions qu'ils ont en dehors de cette utilisation du jeu vidéo, mais focaliser sur un jeu vidéo à 12 ans. Ce mot addiction, il faut le retirer. Addiction au jeu vidéo, à 12 ans, ça n'existe pas. L'addiction, c'est un process complexe qui arrive beaucoup plus tardivement. Il y a une espèce
comment dire, de popularisation du mot addict pour tout et n'importe quoi. Vous voyez, on peut dire je suis addict au sushi, au chocolat, et je suis addict chocolat, aux oui, jeux c'est vidéo. vrai. Le chocolat, c'est pas Voilà. faux. Le chocolat, c'est vrai. Non, mais c'est un âge tardif. Ce que vous voulez Voilà. dire, c'est que c'est vraiment un symptôme de quelque chose, cette histoire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une face émergée d'iceberg qu'il faut explorer. Il faut voir ce qu'il y a tout autour, en fait. C'est l'ensemble du comme groupe une et de la espèce famille qu'il faut prendre en charge, en fait. C'est l'ensemble du groupe de la famille. Le jeu vidéo, c'est que vous voulez, je prends toujours l'exemple de l'arbre. Une branche d'arbre, ce serait le jeu vidéo, et il y a plein de racines qu'il faut aller explorer, l'environnement, la famille, la génétique, les traumas, etc. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors sur Fortnite, moi en ce moment j'ai beaucoup de demandes de consultation, bien sûr, après confinement à cause de Fortnite. Ce qui est important, je crois, de rappeler aux familles qui nous regardent, c'est de vraiment s'intéresser aux jeux de leurs enfants pour pouvoir poser des cadres qui sont appropriés et pertinents à chaque jeu. Fortnite, c'est un type de jeu qui est en temps réel, on est 100 au départ, il n'en reste plus qu'un, donc ça peut prendre un temps plus ou moins long si on se fait battre assez vite ou pas. Il faut comprendre les règles du jeu, de ce que son enfant est en train de vivre. S'il a perdu, qu'il est mal, il faut le rassurer comme s'il avait perdu un match de foot. Si il est content qu'il gagne, il faut peut-être mettre le trophée sur la cheminée comme on le ferait pour un match de foot ou de rugby. En tout cas, comprendre que ça fait partie du quotidien et poser des règles qui sont vraiment pertinentes par rapport à tout ça. Mais c'est bien aussi quand l'enfant éduque ses parents. Enfin, quand un enfant de 8 ans nous corrige, si on peut dire, sur Mario Kart et qu'ensuite il nous apprend à nous, 43 ans, comment on y joue, cette inversion des rôles, c'est quand même pas mal aussi. Laisser les enfants, mais laisser justement... Vous aussi soit perdre parce qu'on n'est pas bon, soit laisser les enfants gagner, ça peut être très important à certains moments quand on est en rupture de dialogue avec les enfants et les adolescents, leur laisser le loisir de gagner, de pouvoir nous dire « Ah, je t'ai battu », ça peut faire terriblement du bien dans une dynamique familiale un petit peu compliquée aussi. Et je voulais juste rappeler un point sur Fortnite et sur la plupart des ados que moi je reçois en tout cas, c'est des hauts potentiels, des surdoués, des zèbres, peu importe comment on les appelle, qui à un moment n'ont pas été diagnostiqués et qui vont se réfugier dans le jeu parce qu'ils sont en décrochage scolaire, qu'ils ont du mal à se faire des copains, que les hormones, tout commence à être compliqué pour eux dans leur vie et ça peut nécessiter une consultation qui n'est pas forcément en addictologie, mais de pouvoir parler aussi des souffrances ou de diagnostiquer voilà pourquoi. Et puis on apprend plein de choses dans les jeux aussi. Donc voilà, donner un angle un peu positif et parler avec ses enfants, c'est essentiel. Michael Stora, oui. Je vais juste rappeler que l'addiction aux jeux vidéo chez l'adulte, la prévalence, c'est 0,3 à 1%. Donc il faut arrêter de... Ce qu'on a entendu dans le reportage, effectivement, c'est extrêmement anxiogène. Ne vous inquiétez pas. 0,3 à 1% de la population qui est atteint de cette addiction, si on peut parler d'addiction, parce qu'elle ne marche pas du tout comme les autres addictions. Donc il faut aussi, je veux dire, on a entendu beaucoup parler du circuit de la récompense. Je rappelle que jouer à un jeu vidéo et avoir une récompense dans un jeu vidéo, ça augmente l'activité du système dopaminergique de 100%. Si vous mangez une tablette de chocolat, c'est 150%. Et si vous prenez de la méthamphétamine, c'est 1000%. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes types d'addictions. Je reste au chocolat, moi. Je pense qu'il faut aussi redire un peu la réalité de cette problématique du circuit de la récompense dans les jeux. Michael Stora, on nous demande si un usage abusif des écrans peut rendre agressif, et notamment les adolescents. Écoutez, j'ai tendance à penser étonnamment le contraire. Je vois beaucoup d'adolescents qui ont ce que j'appellerais des formes de crise d'adolescence virtuelle. Je pense que lorsqu'on joue énormément aux jeux vidéo, ça éteint quelque part la colère, avec une forme de comorbidité étrangement familiale où les parents vont dire « Au fond, je préfère qu'ils jouent aux jeux vidéo plutôt qu'ils ne sortent dehors faire des bêtises ». Je me suis à un moment, j'adore moi-même les jeux vidéo, mais je me suis dit de manière excessive, est-ce que c'est pas une sorte de nouvel opium du peuple qui fait qu'à force de jouer, finalement, dans un effet cathartique, vous éteignez la colère. Donc je pense qu'à l'inverse de certains chercheurs qui tendent à montrer que la pratique de certains jeux vidéo plus 18 engendrerait des comportements agressifs ou transgressifs, je vois plutôt le contraire. Mais néanmoins, la question de la violence des jeux vidéo et autres reste toujours un sujet éternellement sulfureux. Et c'est vrai que pour rejoindre un petit peu ce qui vient de se dire, je pense que le drame actuel, au-delà du confinement qui a un petit peu étrangement fait évoluer les choses, c'est que tout le monde est seul face à son écran. Je crois que peut-être un des avenirs intéressants, c'est de partager l'écran. Véritablement, c'est de voir qu'il est possible de partager, de regarder. Je suis moi-même père d'un adolescent et lorsqu'il me montre une vidéo sur YouTube d'un rappeur que je ne connais pas, je le valorise et je peux vous dire que ça lui fait beaucoup de bien que son père puisse reconnaître en lui des compétences que je n'ai pas.
Sommes-nous condamnés à vivre toujours plus connectés? Jusqu'où nous mènera cette course à la captation de notre attention par les plateformes numériques? Assiste-t-on à l'émergence d'un homo numericus, une nouvelle espèce hyper connectée? On va voir ça tout de suite dans cette dernière partie d'émission et on commence avec cette question de Patrick. Pourquoi ne pas imposer de quotas de connexion quotidienne pour préserver la santé et la planète? Alors, pourquoi ne pas le faire? Parce que, d'une part, c'est avoir une vision effectivement extrêmement négative de ce que peut apporter le numérique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de jeux vidéo, on a beaucoup parlé de numérique. Le numérique, on peut l'utiliser de façon très différente, de façon intelligente, de façon peut-être un peu moins intelligente, au même titre qu'on peut lire un roman de gare, comme on a envie de lire de la grande littérature. Donc il y a des contenus, des qualités différentes de ce qu'on peut lire, et c'est exactement la même chose dans le domaine du numérique. Je rappelle simplement, on vient de parler de Fortnite, qu'effectivement, il y a un certain nombre d'études, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans le reportage, qui montrent qu'effectivement, quand on joue à des jeux vidéo d'action, shoot 'em up, où on tire sur des cibles. Alors, si vous diminuez le contenu violent, vous pouvez aller tester chez l'enfant, effectivement, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet positif. Contrairement à ce qu'on peut penser, jouer à des jeux vidéo d'action, ça joue sur le système attentionnel, et sur le système attentionnel qui est impliqué dans les apprentissages scolaires fondamentaux, comme la lecture. Donc, on a montré, par exemple, au laboratoire, quand on fait un essai contrôlé aléatoire, on a deux groupes d'enfants, groupe d'enfants qui jouent à des jeux vidéo d'action, un groupe d'enfants qui jouent à des jeux de programmation. Et ceux qui jouent à des jeux vidéo d'action, ils augmentent leur capacité attentionnelle, mais ils augmentent aussi la qualité de leur lecture, et ça se maintient 6 mois après. Donc on voit bien qu'on peut utiliser intelligemment le numérique pour faire de la différenciation pédagogique, même sur l'acquisition d'outils culturels. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on dit pas de plus de X connexions, on s'empêche d'une certaine manière de pouvoir utiliser intelligemment ces écrans. Et encore une fois, la grande question aussi, c'est vis-à-vis des parents. On va les mettre en situation d'échec immédiate. C'est pas possible de contrôler ça. C'est comme quand on dit pas avant 3 ans, pas d'écran avant 3 ans. Sauf que dans l'étude que vous avez menée, vous leur mettez le livre ensuite dans les mains pour les tester, tandis que celui qui joue aux jeux vidéo, il ne va pas forcément chercher ensuite un livre pour aller le lire. Je suis d'accord avec vous, si ce n'est qu'il aura de toute façon amélioré les mêmes compétences attentionnelles et que quand il lira un livre, il lira plus rapidement. Si tant est qu'il en lise un, c'est ça le truc. Si tant qu'il est, mais donc faisons une grande campagne autour de la lecture. Ça. Je vais juste rajouter quelques secondes. Il y a des études qui ont montré que les joueurs assidus de jeux vidéo avaient plus d'appétence culturelle que d'autres personnes, parce que finalement, tout ce qui est médiéval fantastique, etc., ça fait appel à plein de cultures populaires ou de mythologie, de Tolkien, etc. Et du coup, ça suscite aussi d'autres envies culturelles. Donc, il ne faudrait pas toujours penser que jouer aux jeux vidéo ou consommer du numérique rend débile, mais ça peut aussi donner plein d'ouverture ou d'appétence au savoir et rassurer aussi en termes d'estime de soi pour valoriser les apprentissages. Certains jeunes pensent ne pas pouvoir apprendre quand on leur montre qu'avec des jeux vidéo, en fait, ils apprennent très bien parce qu'ils veulent être meilleurs, gagner des points. En fait, on peut aussi rattraper certains gamins en décrochage et donc c'est pas, c'est important aussi de pouvoir valoriser ça. Jean-Michel Stora, j'aimerais bien que vous disiez un mot rapidement, de votre projet qui s'appelle l'École des héros, qui est fait pour des jeunes de 13 à 18 ans avec différentes phobies scolaires, sociales. C'est un programme de médiation par le jeu vidéo. Alors oui, c'est Vanessa l'a évoqué par rapport à ce type de jeunes qui donc auraient des formes d'addiction au jeu, mais qui sont aussi décrocheurs scolaires et avec un haut potentiel. Et au fond, malheureusement, même si je ne suis pas contre à tout prix les hospitalisations, mais beaucoup de ces jeunes, on les hospitalise et finalement, ça n'arrange pas toujours les choses. Et j'ai décidé donc de les aider à pouvoir non pas simplement jouer aux jeux vidéo dans le cadre d'une médiation, mais de réaliser un jeu vidéo avec des enseignants de l'école des Gobelins. Et nous avons commencé l'expérimentation en février qui a été financée par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui justement était très intéressée par des solutions alternatives. Et c'est un véritable succès, puisque sur 5 jeunes, concrètement, ils ont pu à nouveau sortir, se socialiser autour de la création d'un jeu vidéo, et parce que certains ont des compétences en programmation, en graphisme tout à fait impressionnantes. Donc je pense que c'est intéressant, ça fait partie du travail d'un psychologue aussi, de capitaliser, pas simplement sur les failles, mais aussi sur les qualités et les compétences qu'ils peuvent avoir. Ça va avec ce que vous disiez, effectivement, utiliser à bon escient le meilleur de ce que peut nous offrir le numérique. Je rappelle quand même que le numérique a cette qualité-là parce qu'il permet de
maintenir une motivation, notamment intrinsèque. C'est tout l'enjeu, c'est d'avoir une motivation interne, d'une certaine manière, à produire des apprentissages et à continuer à apprendre. On a effectivement une force du numérique aujourd'hui qui permettent, avec des algorithmes d'intelligence artificielle intelligents, cette fois-ci, pas ceux qui nous amènent à consommer plus, mais qui nous amènent à apprendre mieux et à apprendre de façon plus efficace. Effectivement, on sait que le cerveau humain, par exemple, apprend beaucoup mieux quand vous faites un retour extrêmement rapide sur ce que vous venez de produire. Donc je viens de faire une erreur, j'apprends par essai-erreur, c'est comme ça qu'apprend notre cerveau. Mais si j'ai le numérique dans une classe, je peux très rapidement dire à l'élève, bah là tu vois, tu t'es trompé. Et donc il va apprendre un peu plus vite. Je ne dis pas que c'est nécessaire pour tous les enfants de la classe, mais peut-être pour les 4-5 qui ont une difficulté à un moment donné dans un apprentissage scolaire, ça peut être effectivement là une entrée intéressante dans le numérique. Et par exemple, il y a une étude qui est intéressante parce qu'elle est paradoxale. Quand on apprend à des enfants, on les teste avant et après sur faire des lignes d'écriture. Ceux qui apprennent sur tablette à faire la graphie des lettres apprennent beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux et reproduisent beaucoup mieux les lettres sur du papier crayon. Donc on voit bien là que, et c'est pas parce que c'est fabuleux le numérique, c'est simplement parce qu'il y a un retour plus rapide sur l'erreur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé. Merci Laurent Carilla, merci Michael Stora, merci à tous ceux qui ont participé à ce documentaire et à Benjamin Battard pour la rédaction en chef de cette émission. Merci à vous tous évidemment de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver plus d'informations dans le nouveau numéro de notre partenaire La Croix l'Hebdo. On se retrouve nous dès demain à 13h35 pour le magazine de la santé. Avec plaisir, tout à fait. Frais et dispo. Voilà, bien sûr. D'ici là, passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Bonne nuit.